Bon, alors, bienvenue mon cher canard réfractaire, hein, dans cette première émission que je fais sur ma chaîne, Droitard Fragile pour ceux qui ne connaissent pas. Donc alors avant tout, je vais te présenter bien sûr, hein, donc tu adepte de la théorie du grand remplacement, hein, tu es partisan de la fermeture des frontières, de la baisse des charges, et tu es candidat à la présidentielle, bien entendu. Hein. Alors merde, C'est pardon. exactement ça. Ça, c'est l'invité de la Non, semaine prochaine, hein. N'hésitez le- pas à vous abonner, bien entendu, hein. Non, alors pour faire simple, non, tu es youtubeur, donc de gauche, tu as 90 000 abonnés, 6 millions de vues, 300 vidéos. Bref, tu es un poids lourd du YouTube game. Et ta recette, c'est bien entendu le confit de canard, hein. Donc tu es chantre des c'est gilets bien jaunes et nommé. du populisme. Tu es pourfendeur de la bourgeoisie et des élites. Enfin bref, tu es un vilain petit réfractaire qui nous offre régulièrement le temps d'un café son analyse sur différents faits de société. Donc des youtubeurs mainstream comme le fameux Serbe Capricorne aux dirigeants d'entreprises et de pays, tout s'y passe, et ne vous y trompez pas, ce n'est pas parce que le garçon est de gauche qu'il n'est pas productif. Le mois dernier, ce ne sont pas moins d'une trentaine de vidéos qui sont sorties sur sa chaîne, et poursuivant sur sa lancée, il nous fait l'honneur de se joindre à nous aujourd'hui pour échanger. Je parle bien entendu de Johan du Canard Réfractaire. Donc bienvenue Johan, comment vas-tu? Bah, écoute, ça va? C'est la rentrée, tout ça là. On tourne le 2 janvier. Donc ça va être C'est la vrai? première fois. Bah ouais, première fois depuis le retour des vacances où sérieusement on va causer politique là. Ah, parce Donc, que ça tu va, je causais pas suis. politique le mois dernier. Si, si, non, mais il y a eu d'incroyables vacances qui ont duré une semaine là. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal ça. Donc là, on va pouvoir se remettre en jambes. Donc Et d'ailleurs, tu l'objectif, c'est qu'à la prends... fin de la vidéo, tu votes PS évidemment. C'est ça l'objectif. Ah écoute, franchement, si t'arrives à me convaincre, c'est cool. Mais PS, Ah, t'es c'est sûr, bien. c'est pas un peu trop de droite pour toi? Ah, c'est possible. Non, mais non, il y a Taubira maintenant, tu vois. Avant, Ah, j'étais très gauchiste. Maintenant que Taubira arrive, je me dis, ah, l'union de la gauche doit se faire autour d'elle, quoi. c'est vrai. Évidemment. Je sais pas Évidemment. pourquoi j'ai un peu du mal à te croire. Ouais. Non? T'aimes bien Taubira? Non, non, mais c'est une blague. Évidemment, jamais le PS, plus jamais le PS. C'est vrai, Mais bah en alors plus, elle a annoncé sa candidature, non, Taubira? Ah, je sais plus, elle a J'ai dit, vu je ça, crois que mais... si les autres se retiraient, elle était prête à se présenter, ou une connerie comme ça, non? Oh putain, ils dandinent du cul depuis des mois, quoi, ils arrivent pas, c'est bizarre, hein. Ouais, c'est vrai que ça devient compliqué. Ça Non va, mais, la base électorale se réduit, mais les mecs, il y a de plus en plus de candidatures, j'ai jamais vu ça, quoi. C'est Ouais. impressionnant. Ouais, mais la gauche bourgeoise, elle arrive pas à s'unir, hein. Ça, c'est leur problème de toujours, hein. Et toi, t'es plutôt la France Insoumise, tu Ouais, oui, depuis... Bah, techniquement, je n'avais pas commencé par ça, mais j'ai fait la campagne de 2016 et Mhm. j'étais parti de gauche, donc la branche mélenchonienne de la France insoumise. Donc c'est en partie ça qui a fait ma culture politique et compagnie. Et donc sur la question en tout cas de l'appropriation de l'État pour faire bouger les trucs et débloquer la situation, il n'y a pas photo quoi. Je veux dire, c'est pas tout le combat, mais bon, s'il pouvait passer, ce serait bien quoi. Hmm. Un peu dans cette mouvance-là. Ouais, mais bon, là, t'as pas peur que Mélenchon ce soit difficile pour lui quand même? Il est pas Bah, très je en sais pas, forme, hein. Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, on disait pareil de lui il y a 5 ans, tu vois, puis après il Ouais, a fait c'est vrai. 20%. C'est vrai, c'est vrai. Il y a toujours ce truc de l'incertitude qui fait que de toute façon il faut y aller, quoi. Parce que tu peux jamais. Peut-être t'as toujours. Est-ce que tu accordes de l'importance à cette pensée qui dit que tu vas jamais y arriver? Ou est-ce que tu passes un peu outre et tu y vas quand même avec stratégie, mais en te disant, bon, bah, de toute façon, la seule façon pour que ça passe, si ça peut passer, c'est en faisant comme si ça allait passer. Hmm. Oui, ça Ouais, va, c'est mais clair ce que je dis. tu penses quoi du discours Peu des près. gens tiens, c'est intéressant que tu dis ça. Il y a pas mal de gens qui disent faut arrêter d'aller voter, tu vois, parce que c'est légitimer finalement l'élection d'un bourgeois entre guillemets à la tête du système, et donc faut arrêter tout simplement de voter. Bah, ça, c'est un peu une question un peu morale, fausse stratégique euh, pour moi, c'est un peu une question morale de la poser comme ça, de est-ce qu'il faut aller voter ou pas. C'est la question plus de la stratégie de comment est-ce qu'on fait pour changer le rapport de force, pour transformer la société. Et la réponse aujourd'hui en France en 2022 n'était pas la même qu'en 59 à Cuba, par exemple, où à Cuba, tu ne voulais pas te dire, tiens, on va faire l'élection, on va présenter Mélenchon et on va essayer de passer dans les médias, etc. Ça n'avait aucun sens. Du coup, là-bas, ce qu'il fallait faire, c'était plutôt ce qu'ils ont fait, quoi, prise de pouvoir, coup d'État et compagnie.
Mais nous, aujourd'hui, est-ce qu'au vu de la société, au vu des gens qui la composent, au vu du rapport de force, est-ce qu'on a autre chose pour vraiment s'approprier l'État, pour s'approprier un peu la justice, l'armée, la police, l'économie et tout le bordel? À un moment donné, il va falloir passer par l'État. C'est pas que ça, mais il va falloir passer par ça. Et l'élection, ça reste le meilleur moyen, le plus légitime, le plus convaincant d'y aller. Parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, on ne pourra pas changer la société si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un programme, quoi, sur un truc. Donc si on n'arrive même pas à gagner une élection, ça veut dire qu'on n'arrivera pas à faire la révolution tout court, quoi. Parce que l'élection, c'est quand même le premier pas, mais c'est pas le plus difficile. Donc toi, t'es pas trop anarchiste, quoi. Bah non, mais après, c'est plus le rapport. Il faut faire bouger les choses, quoi. Après, est-ce que tu es anarchiste ou pas, j'en sais rien. Je sais pas, est-ce qu'il y a une université où tu peux avoir un diplôme d'anarchisme ou une institution indépendante qui va te dire si Faudrait je suis demander à anarchiste Loïc ou pas. Chéniaud de nous faire une Ah, université peut-être. de l'anarchisme. On lui demandera avec des formations à 100 balles. Évidemment. Oh, 100 balles, t'es gentil. Ouais, non, je sais plus, c'est combien Je crois qu'en en vrai, je crois qu'il en fait à 400 balles, mais. Ah ouais, quand même. Attends. Non, il faudra vérifier, il faudra fact-checker. Ouais, on Ton public de droitard devront Ouais. fact-checker ça. Ah non, Évidemment. mais figure-toi, non, mais j'ai sondé mon public, en vrai, je suis plutôt équilibré quand même, tu vois. J'ai même plus de personnes Ouais. d'extrême gauche. Ça part un peu le. Parce que tu traînes chez Calivision, machin. Ouais, je pense que c'est ça, en vrai. Je pense que Ouais. Ah, c'est aussi parce que je tape un peu sur les mecs de droite. Donc... Ah, t'as un peu le yeux clos inversé, tu vois. T'es le C'est ça, il y en droitard a qui qui me traîne disent avec que des je suis gauchistes, quoi. l'anti-Tabibian, voilà, en gros, mais bon... Ah, attends. Ouais. Wow. T'es pas convaincu. Il a Je plus suis pas d'abonnés que convaincu moi, par cette déjà. théorie. Oui. Non, même, est-ce que le. Ouais, bon, bref. Alors, mais tiens, en parlant des youtubeurs, tu penses quoi de, justement, tous ces gens qui aiment bien se revendiquer de gauche et que généralement une partie de la gauche conspue, tu vois, attribuée à la droite. Je pense à Tabibian, mais ça peut être psychédélique. Enfin, l'ensemble qu'on va appeler confus, quoi, en gros. El famoso confus. Ouais. Mais peut-être qu'on peut discuter de ça direct sur la gauche et la droite. Vas-y. J'ai l'impression que quand tu prononces le mot gauche, personne ne te comprend. Quand tu précises le mot gauche devient inutile. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à aucun moment le mot gauche est pertinent. Soit il est trop, soit il sème la confusion dans le truc. Et du coup, on peut se poser la question pendant des heures et des heures de savoir est-ce que Tabibian est de gauche, est-ce que Psyo est de gauche. Et du coup, tu as le jeu de la gauche. Je sais pas si tu connais le jeu de la gauche. Le jeu de la gauche, c'est demander à plein de gens leur définition de leur propre gauche. Et tu vas voir qu'il va y avoir autant de définitions que de bonhommes qui sont là, avec plein d'approches différentes, des approches historiques, des approches conceptuelles, des approches de bidule, de machin. Ce qui fait qu'on est absolument quasiment sûr, surtout qu'aujourd'hui, il n'y a pas de... Quand je te disais avant, tu avais des mecs qui pouvaient dire qui étaient de droite ou de gauche. C'était un peu genre le PCF avant ou le PS qui était majoritaire et tu avais des structures. Maintenant, c'est le bordel complet. Partout. Du coup, tu n'as plus aucune autorité qui va dire ça c'est de gauche ou pas, quoi. À part évidemment Booze Magazine. Et du coup, tu te retrouves dans une situation où plus personne n'a la même définition, on ne sait pas de quoi on parle, on s'engueule sur des trucs. Et en fait, c'est plus une conflictualité de culture, je pense, plus que de politique. C'est-à-dire que tu vas avoir des gauchistes qui vont reprocher à d'autres gens de ne pas avoir de pas utiliser les mêmes mots, de ne pas utiliser les mêmes définitions, mais ils vont faire juste des reproches culturels sur le fait qu'ils ne parlent pas de la même façon, qu'ils n'utilisent pas les mêmes mots, qu'ils n'ont pas les mêmes approches, qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts, alors que politiquement, il n'y avait peut-être pas autant ou pas ces mêmes-là différents. Et du coup, c'est pour ça que j'ai un peu cette approche-là de... Il n'y a pas trop de culture politique. Enfin, les groupes politiques sont avant tout des groupes sociaux, je pense, des groupes culturels avant d'être des groupes politiques, beaucoup. Je sais pas si tu me suis quand je dis ça. Ouais, je vois. Mais, d'ailleurs, toi, j'ai l'impression que t'es plutôt, si je t'ai bien cerné, dans une gauche qui aime bien le rapport, on va dire, peuple contre élite, quoi. Certains qualifieraient populiste. Alors qu'il y en a qui sont vraiment hostiles à, on va dire, ce prolétariat plutôt passé au Rassemblement National, entre guillemets, et qui est plutôt conservateur. Ouais. Et toi, ça te dérange pas d'être avec ces gens-là, quoi. Alors. Oui et non. Oui et non, enfin ça dépend dans quel. Politiquement, c'est la boussole, clairement. Après, dans ma vie en général, je suis quand même culturellement bien marqué, du coup je traîne pas trop avec des beaufs. Si on peut les appeler comme ça. C'est les amis de Wissam qui les appellent comme ça, c'est pour ça que je parle de ça.
Mais je pense que c'est un peu la... Comment dire? Il y a tellement plus personne à gauche maintenant, quasiment. Et il y a un peu ce truc-là de toute façon, c'est pas nous qui allons changer le pays, tu vois. C'est Hmm. pas les trois gauchistes sur Internet qui vont changer le pays quoi qu'il arrive. Et que du coup, cette histoire-là, elle appartient pas à nous, mais à tous ceux que la gauche a renié, a rejeté, a méprisé pendant beaucoup, beaucoup d'années. Et tu as eu la claque des Gilets jaunes qui ont. Parce que je sais pas, non, t'as toujours été droitard, toi. Ouais, jusqu'à ce que. Ouais, peut-être quand j'étais très très jeune, je sais pas, peut-être que j'ai dû me dire, ouais, c'est bien la Ouais. gauche, tu vois. Non, non mais en vrai, bon, Parce que, voilà, oui, en général, j'étais plutôt de droite, quoi. Mais bon, parce que tu avais un je n'en truc dirai pas de. plus. D'ailleurs, je pense que l'analyse de psycho, ça peut ramener vers des trucs comme ça aussi. Du fait que la gauche a toujours été méprisante par rapport aux gens qui n'avaient pas leur culture et qu'elle s'est embourgeoisée, mais fort, 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 avec la mort du PSCF et avec l'embourgeoisement et deux, la mort du PS après. Et que du coup, on était rentré dans des trucs très culturels on est de gauche parce que avant tout, on veut, soit on est des bourgeois, soit on veut s'embourgeoiser, on veut se déclasser. Il y a beaucoup ça aussi dans l'écologie. Et il y avait toujours un peu le côté de on va montrer aux prolétariats débiles qui regardent Hanouna comment faire la révolution. Il va falloir qu'ils nous suivent, qu'ils reprennent nos revendications, qu'ils reprennent nos méthodes, qu'ils rejoignent nos organisations. Évidemment, ça marchait pas, mais il n'y a pas grand-chose qui proposait une solution, à part Mélenchon, pour y revenir. Et en 2018, les jeunes sont arrivés le 17 novembre, là, et ça a fait une grosse claque de, en fait, la gauche organisée comme enfin la gauche bourgeoise en tout cas, est inutile dans le mouvement social. Et deux, en fait, ce qu'on appelait les beaufs, en fait, c'est des gens qui sont très politisés et qui sont très pertinents politiquement et qui arrivent à faire des trucs que nous, on n'a jamais réussi à faire avant. Et du coup, ça change un peu le rapport de... Ça rend un peu plus confus ce rapport-là entre le parti, entre les gauchistes, entre le peuple, de savoir c'est quoi la place dans tout ça. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est plus nous qui sommes la force motrice et qu'au mieux, on peut essayer de faire circuler des idées, on peut essayer de faire des trucs comme ça, mais c'est pas nous qui allons faire la révolution, c'est pas nous qui allons aller dans la rue, et c'est pas nous qui allons faire tomber la bourgeoisie, quoi, en gros. Hmm. Parce que ton projet, en fait, c'est faire la révolution à terme. C'est l'objectif. Ouais, après tout se mélange entre vie politique et vie perso, qui serait sujet de beaucoup de vidéos, mais je pense que mettre ça dans un projet politique, c'est pas mal. Et, Après, pourquoi est-ce qu'on veut faire la révolution? C'est une vraie question philosophique qui m'intéresse, enfin, ou psychologique qui m'intéresse. ouais. Mais en tout cas, si on veut juste de manière un peu platement poser les trucs, c'est ouais, changer les règles du pouvoir, changer le rapport de force pour qu'on puisse prendre un peu plus de temps, qu'on puisse réfléchir un peu mieux, qu'on puisse redécouvrir un peu la société en dehors du travail qui tue, en dehors de la marchandise qui déshumanise, et on arrive à trouver des choses un peu plus simples. Un peu toujours cet espoir un peu écolo, tu sais, de Hmm. la décroissance, mais tu vois, un peu plus, pas spirituel, mais tu vois le délire un peu. Oui, oui, Qui oui. d'ailleurs, beaucoup de droitards reprennent ça un peu, hein. C'est vrai, les puréacs, là, ils aiment bien un petit peu faire genre on veut revenir à la terre d'antan, revenir aux Mm. traditions. Ouais, mais c'est là où il y a un clivage de. Je sais pas si. Je crois. C'est pas un choix qu'on peut faire de revenir à en terre d'antan, aux traditions d'avant. Tu vois, le monde a définitivement changé. La Hmm. question de qu'est-ce qu'on va construire. Oui. Tout n'est pas changeable. La société est telle qu'elle est. On vit dans cette société-là. On va pas pouvoir tout changer. Par contre, on peut tenter de faire des choses dans comment est-ce que tout ça évolue. Et ça va être ça. Il va falloir inventer quelque chose de nouveau, quoi. Parce que Après, nique sa mère, les châteaux forts et compagnie, hein, autre chose à bah oui, foutre, quoi. mais tu vois, moi je traîne un peu sur Internet, enfin YouTube et tout, et je vois quand même pas mal de gens et même de jeunes qui se revendiquent du royalisme, avec même parfois des idées clairement pour moi de gauche, tu vois, quand j'écoute ce qu'ils disent. Mais il y a une forme de ouais, la démocratie ça a échoué, la République ça a échoué, il faut qu'on revienne au roi. C'était plus Oui. stylé, quoi, c'était plus Et badass. il y a un problème aussi de savoir à quoi est-ce qu'on se raccroche, à quelle communauté est-ce qu'on se raccroche, Oui. euh, comment est-ce qu'on donne du sens à tout ça, comment on donne du sens à nos actions, etc., etc. Je sais pas. Ça, le truc, enfin, ça me fait, comment dire, j'ai du mal à considérer politiquement quelqu'un qui dit la République ou la démocratie a échoué, quoi. T'as Hmm. tellement de combinaisons possibles, de trucs, surtout qu'en France, on a toujours eu des républiques, à part peut-être la
première ou un truc comme ça, mais on a toujours eu des républiques de merde, tu vois, vraiment mal branlées, des trucs de bourgeois. Et du coup, il y a tellement moyen de faire des trucs bien et que le gars, il arrive et qu'il est persuadé et qu'il se dit non, il faut absolument tout changer, il faut le retour à la monarchie ou machin, un truc. C'est qu'il y a un truc derrière, quoi, tu vois. La démonstration politique, je l'attends. Ouais, tu penses que c'est une technique pour attirer des gauchistes et tout? Ah, tu penses? Tu penses qu'il y a que ça tient. Je sais pas. Ouais, je pense pas. Mais après, bon, ça dépend parce que quand même, quand tu vois YouTube, bon, là, la gauche, je trouve, commence à revenir un peu. Mais avant, c'était vraiment Ouais. full droitard et même full droitard conservateur, tu vois. Oui. Et même, ça Voilà, devient de la gauche. plus en plus conservateur, j'ai l'impression. Plus je les écoute, plus je me dis. Enfin, Raptor était censé être libéral, tu vois. Aujourd'hui, limite, il traîne avec des mecs qui vont dire ouais, la République c'est de la merde et la liberté, enfin le libéralisme aussi, sauf quand il n'y a pas sanitaire, tu vois. Enfin, il faut expulser les immigrés, grand emplacement. Évidemment, évidemment. Puis toute la culture anti-woke qui s'est généralisée et qui se radicalise de plus en plus en ce moment. Et je pense que tu vas avoir des trucs à analyser. À mon avis, Raptor a toujours été dans un discours politique un peu flou, un peu nul. Et que du coup, il a dû se mettre pour des divers intérêts à s'allier avec d'autres personnes qui avaient une vision politique un peu plus forte et qui s'est fait bouffer par ça parce que de toute façon, lui, il réfléchit pas politiquement, j'ai l'impression. Quand tu regardes ses vidéos, ça va pas. Je sais pas c'est quoi ton avis là-dessus, mais ça pète pas très haut, quoi. Philosophiquement, c'est vraiment assez râle et pas crête. Politiquement, ça va pas très loin, tu vois. C'est du dégagiste un peu nul. Dégagiste de droite un peu nul. Après, moi, ça me faisait rire, tu vois, quand j'étais jeune, mais c'est vrai que je regarde ses vidéos parfois et je suis là. Oh ouais, putain, quand même, c'est pas forcément fou. Et là, j'ai regardé sa dernière vidéo. Franchement, j'étais en mode, putain, c'est quoi ce délire, quoi. J'ai l'impression d'avoir un terminal qui est en train de me sortir les arguments qu'il a vus sur JVC, quoi. À un moment. Non, mais. Oui. Je pense qu'il réfléchit pas politiquement. Après, c'est pas un tort ou quoi. Hein. Il a le droit de faire des vidéos là-dessus, quand même s'il réfléchit pas politiquement très fort. Mais qu'à mon avis, il s'est fait bouffer par d'autres gens qui ont peut-être un peu le retour de la droite conservatrice forte, qui l'ont un peu bouffé, qui sont en train de marquer leur territoire. Parce que eux, à mon avis, ils sont plus. Je ne vais pas dire qu'ils sont plus pertinents ou plus désirables, mais ils sont plus forts, plus convaincants, plus construits philosophiquement que les petits libéraux de merde là, un peu perdus. Je pense qu'il y a une hiérarchie à faire des droitards, tu vois, comme ça. Ah ouais, tu crois, putain. Et donc tu mettrais Conversano au sommet de la hiérarchie? Évidemment, Conversano, évidemment. Depuis que je sais qu'il préfère Xbox à PlayStation. C'est vraiment l'information qu'il me fallait pour le mettre tout en haut. Ah, peut-être qu'il va renvoyer toutes les PlayStation dans leur pays d'origine. Ah, peut-être, hein. Et là, Psycho, il serait content. Ah, c'est ça l'alliance entre les libéraux un peu nuls et les droitards très forts, comme ça. Sinon, autrement, il y a un sujet qui m'intéresse bien, c'est Cuba. Parce que t'en parles souvent. Tu te fais un peu le chantre parfois de Cuba. Et franchement, bon, moi au début, je trouve que je sais pas, t'as réussi à imprimer une sorte de dynamique parce que j'en ai pas mal qui m'en parlent, tu vois. Mais quand je vais voir la constitution cubaine, je vois quand même parti unique, contrôle de l'économie, tu vois. Je vois quand même un truc qui est bon. Est-ce que c'est franchement ton rêve à toi, ton rêve absolu, quoi, qui est un parti unique communiste en France qui dirige toute l'économie? Non, moi j'ai plus une culture un peu plus gauche libérale. Je pense que si vraiment je devais dire un idéal politique, en tout cas stratégique, c'est ce qui se passe au Chili. Moi je m'identifie beaucoup plus à ce qui s'est passé au Chili. Je sais pas si tu as suivi un peu. Alors j'ai vu une de tes vidéos où t'en parlais. C'était celle où tu taclais l'Europe parce que ils avaient fait un choix enfin ils avaient remis un prix à quelqu'un. Je sais plus, une ancienne ministre. Non, c'est le l'État, non, mais c'était peut-être pas. Ça, c'est le Venezuela. Venezuela, ouais. Mais t'avais parlé du Chili à un moment aussi, je crois, il me semble. Ouais, on avait parlé. Venezuela, on peut en parler après aussi si tu veux. Mais en gros, Chili, où en 2019, tu as eu des révoltes étudiantes et un peu populaires, un peu comme les Gilets jaunes, mais avec les jeunes en plus. Et du coup, ils ont fait la grosse pression, il y a eu des répressions, etc. Mais ils ont réussi à négocier avec le jeu des partis, ce qui est intéressant, de voir comment les deux s'articulent, le mouvement social des partis. Ils avaient réussi à négocier une constituante
Sauf que le pouvoir en place, ils étaient un peu malins. Ils ont dit, OK, la constituante, elle ne pourra pas tout faire, et notamment, elle ne pourra pas gérer les traités internationaux, un truc comme ça. Bon, déjà, ça pue un peu du cul. Et surtout, il va y avoir une majorité qualifiée. Non, du coup, c'est pas une majorité. Genre, s'il y a 30% des gens à la constituante qui ne sont pas d'accord, on ne va pas pouvoir faire le changement. Donc, ça veut dire que très, très facilement, les droitards, ils pouvaient tout bloquer, quoi. Et là où ils sont malins, c'est qu'évidemment, ils avaient prévu ça pour essayer de calmer les émeutes, etc. Ils avaient prévu le fait que du centre à l'extrême droite, il y ait des candidatures uniques. Il faut dire, en gros, comme ça, on est sûr que, vu que nous, tous les droitards, on est d'accord pour tout bloquer, du coup, on se met ensemble, et vu qu'on va faire forcément 30%, ça va passer. Et le truc qui est rigolo, c'est qu'ils ont fait genre 23%, un truc comme ça. Et que c'est surtout des candidatures indépendantes qui l'ont emporté. Notamment Tante Pikachu. Et c'est ça aussi la vanne qu'on fait souvent avec le canard. Que Tante Pikachu, qui a été une meuf qui dansait Pikachu comme ça pendant les manifs, a été élue députée et plein d'autres personnes. Ce qui fait qu'ils ont remporté la constituante et après il y a eu les présidentielles, ils l'ont remporté à 55%. Un candidat de gauche très jeune qui vient des mouvements sociaux, des mouvements étudiants. Et du coup là, ils ont gagné dans la rue, ils ont gagné dans la constituante, ils ont gagné dans les présidentielles et puis ça va continuer, etc. Puis avec toute l'histoire, tu sais, du Chili, tu avais une révolution socialiste avec Allende en 73, et que la CIA est arrivée, ils ont bombardé ce putain de palais présidentiel, ils ont tué Allende, et ils ont mis en place une dictature de Pinochet qui était encore la constitution qui est encore en place, là au Chili, quoi. Et c'est ça qui va être remis en cause. Du coup, c'est une belle revanche sur cette histoire-là. Et tu as toute une branche culturelle au Chili, qui est assez forte. C'est-à-dire que la contestation, c'est pas que des revendications nulles sur des tracts faits par des partis politiques, c'est aussi dans la culture. Tu avais un mouvement féministe assez fort aussi là-bas, qui montre un peu les articulations qu'il peut avoir entre tout ça. Comment est-ce que, ce que j'avais dit à Psyo dans la vidéo, de comment est-ce que le féminisme peut produire des mouvements révolutionnaires, et comment on ne peut pas, tout simplement pas, le résumer à des débilités, quoi. Et du coup, c'est un peu plus le Chili. Mais ce qui est intéressant avec Cuba, de pourquoi est-ce que c'est intéressant Cuba, c'est, à mon avis, principalement sur la question du blocus qui est organisé là-bas. C'est-à-dire qu'en gros, tu as un adversaire de tout ce qui peut être appelé liberté ou vérité ou souveraineté dans le monde, ce sont les États-Unis. Et quand ils ont vu qu'à Cuba, il y avait une révolution socialiste qui se mettait en place, ils ont organisé un blocus, c'est-à-dire qu'ils interdisent à quiconque de commercer à la fois avec Cuba et avec les États-Unis. Ce qui fait que personne ne va commercer qu'avec Cuba pour ne pas pouvoir commercer avec les États-Unis, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que depuis 60 ans, ils sont dans une merde totale, et depuis 60 ans, ils arrivent à s'organiser, à avoir un des développements humains les plus forts d'Amérique latine, à être un des peuples les plus éduqués du monde, à avoir un système de santé très fort, à avoir un système de redistribution très fort, malgré les menaces constantes des États-Unis, malgré les blocus organisés, malgré les calomnies qui se font balancer plein de fois. Du coup, c'est un modèle de résistance assez forte. Est-ce que tu me parlais du parti unique, de contrôle de l'économie, etc. En fait, eux, ce que j'aime bien dans l'Amérique latine, c'est Dedache qui m'a appris ça, c'est que eux, ils sont pas dans un rapport conceptuel de la gauche. Ils se disent pas, la gauche, ça devrait être ci, ça devrait être ça, ça devrait être machin. Un truc, c'est concrètement, comment est-ce qu'on fait pour améliorer les choses? Et comment est-ce qu'on fait pour améliorer les choses quand à 150 mètres de tes frontières, tu as l'empire le plus dangereux au monde qui t'a déclaré la guerre? Donc là, forcément, tu peux pas faire des élections libres avec une liberté totale de la presse pour, au final, se retrouver avec un banquier président. Il y a forcément d'autres trucs à faire. Du coup, ils se sont dit, OK, bah, on va réduire la politique à ce qu'elle a de plus important, c'est-à-dire pas les partis, pas les médias, mais le fait qu'on en discute autour de nous, etc. Et on va essayer de faire en sorte que les psychopathes n'arrivent pas au pouvoir. Et du coup, pour ça, ils ont mis en place, par exemple, des systèmes d'élections qui se font au niveau du quartier. Tu vois, par exemple. Et des personnes, tu peux pas te porter candidat, mais par contre, tu peux voter pour les personnes, etc. Tu as tout un système comme ça qui se met en place et qui permet d'être incorruptible. Et tu disais, le parti unique, machin, c'est chiant dans un système où tu as des élections qui ne fonctionnent qu'avec les partis, comme en France. Sauf que eux, ils se passent des partis pour faire de la politique. Et le poids du Parti communiste là-bas est aussi contrôlé. Il ne peut pas avoir tant de pourcentage de députés communistes, etc. Enfin, tu as quand même un contrôle là-dessus. Mais c'est toujours un compromis entre l'idéal de ce qu'on voudrait avoir, mais surtout de ce qui est réalisable. Parce qu'eux, ils sont dans une situation où, de toute façon, soit ils sont suffisamment radicaux pour se protéger, ou alors ils sont bouffés par les États-Unis. Et ça permet d'avoir un discours anti-impérialiste qui me semble nécessaire et abandonné à gauche depuis très longtemps. Et donc, il faut se réapproprier, quoi.
Ouais, donc le problème à l'heure actuelle dans le monde, on va dire, c'est les États-Unis qui, par leur truchement, mettent en place, donc j'imagine, le libéralisme économique et donc les bourgeoisies dans différents pays, c'est ça? Pour toi, c'est l'ennemi Ouais. numéro un à battre. Enfin, j'imagine. Ouais. Oui, ouais, oui. Mais après, mais là, pour le coup, je suis vraiment confus sur les revendications politiques apportées, sur prioriser machin, parce que je peux être très bien convaincu par ça, ou dire que c'est la marchandisation, ou le fait qu'on on n'ait plus de rapports sociaux, enfin, machin, toi. Enfin bref. Est-ce que c'est l'ennemi principal à abattre? Je pense que ça va être l'ennemi principal auquel on va devoir faire face si on fait une révolution. Hmm. Et donc ça suffit pour justifier le fait qu'il faut essayer de sensibiliser là-dessus. Et c'est aussi un retour au concret, au réel. C'est-à-dire que tu vas avoir des gauchistes qui vont réfléchir pendant 10 ans sur comment est-ce qu'on va réussir dans les nuages des idées à articuler les choses pour que tout le monde machin, enfin tous les trucs qu'on connaît qui avancent à rien, qui blablatent quoi. Et Mhm. de l'autre côté, tu as les mecs qui font la révolution et qui font face aux États-Unis et qui s'organisent pour que ça passe. Et tu as la même histoire qui se fait au Venezuela, où au Venezuela, c'est la première réserve de pétrole au monde, quand même. Alors, c'est du sable bitumineux, c'est un peu plus galère, mais c'est quand même la première réserve de pétrole au monde. Et elle est devenue socialiste en 99-2000, depuis la date exacte, avec Chavez et compagnie, et ça devant les États-Unis, enfin sous le nez des États-Unis. Et du coup, pareil, ils ont organisé un blocus. Là, récemment, ils ont fait une extradition d'un gars qui a organisé avec le Venezuela du commerce avec l'Iran, un autre pays sous blocus états-unien. Et du coup, le gars, il était au Cap-Vert et il s'est fait arrêter par les autorités du Cap-Vert, envoyé aux États-Unis, jugé aux États-Unis avec les lois états-uniennes, alors que le mec, il est vénézuélien, quoi. Même truc qui s'est passé avec Assange. Hmm. Oui, parce que Assange, là, c'est un peu ton sujet de prédilection récemment. T'arrêtes pas d'en parler. Là, tu veux que les gens en parlent et tout. Donc moi, j'aimerais bien, Oui, parce que pour le coup, je suis pas un méga expert du sujet, tu vois. Voilà, j'ai compris vite fait Wikileaks, il a balancé des infos sur le gouvernement américain. Le gouvernement américain veut plus de lui. Bref, il est dans la merde. Mais si tu pouvais me faire un petit récapitulatif de l'histoire pour moi et pour les gens qui s'y connaissent pas trop, tu vois, et expliquer pourquoi c'est un enjeu pour toi, oui. majeur. Et... Enfin voilà. Alors, c'est principalement un enjeu parce que personne n'en parle. D'accord. C'est-à-dire qu'on prend la place qu'il faut qu'on prenne et on ne va pas répéter des choses que les autres ne disent pas. Après, la question de savoir pourquoi est-ce que les autres n'en parlent pas est très intéressante. Et on va peut-être y revenir plus tard si tu veux. Mais en gros, Assange, c'est pas le fait important, c'est pas qu'il ait révélé des informations. Le fait important, c'est qu'il a construit Wikileaks. Et Wikileaks, c'est un média qui faisait trois choses. La première chose, c'est que c'est un système technique informatique qui permettait à n'importe qui, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle organisation, de transmettre n'importe quel document de manière totalement anonyme. De manière totalement anonyme. C'est-à-dire que tu avais un cadre de l'armée états-unienne qui faisait fuiter des millions de documents sur Wikileaks. Personne ne peut remonter sa trace à travers les fuites qu'il a faites. Et ça, Hmm. c'est une avancée technique majeure qui n'a jamais été faite avant. Donc déjà, ça, c'est énorme. Ce qui faisait que potentiellement, n'importe qui, enfin, Julian Assange, grâce à Wikileaks, a transformé n'importe quel cadre, n'importe quel administré, n'importe quel soldat en potentiel lanceur d'alerte. Et tous les empires confondus, hein, pas que les États-Unis, tous les empires confondus. Du coup, là, déjà, mec, badass, tu vois. Hmm. Ensuite, il vient le truc du journalisme de prendre des informations et les authentifier pour être sûr que le mec nous balance pas de la merde. Et donc là, c'est un énorme travail de journalisme de fou qui a fait que Julian Assange est le journaliste le plus primé du XXIe siècle, parce qu'il a réussi à révéler 10 millions de documents, enfin lui et ses potes évidemment, mais 10 millions de documents authentiques. Authentiques. C'est des vrais documents et ils n'ont sorti que des documents authentiques. Et la troisième phase, c'était la diffusion des informations. Et pour bien comprendre ça, il faut parler des Pandora Papers. Tu vois ce que c'est, les Pandora Papers? Vite fait, ouais. En gros, c'est un truc, il y a ça tous les 6 mois. Mhm. En gros, c'est le consortium international des journalistes de Miku basé à Washington, financé par Soros, en gros, pour faire rapide. Attention, Bon, il n'y a pas Soros, que là, ça, mais tous les complotistes vont pas être contents. Là. tous les anticomplotistes vont pas être contents aussi. Ouais. Ah oui. Et en gros, eux, ils ont dit, OK, donc on a des fuites qui nous sont tombées du ciel. Du coup, ces trucs-là, c'est des gens qui font de l'évasion fiscale, ce qui n'est pas illégal. Et on va diffuser des noms. Mhm. Voilà. On va dire, le mec là qui est ministre du transport au Gabon, ce type-là, bah en fait, il a des trucs dans les paradis fiscaux. Et étrangement, les États-Unis ne sont jamais présents là-dessus, quasiment quoi. Tu vois. Jamais de cadre des États-Unis sont présents Ah, ils là-dessus. sont forts, ces Américains.
Ouais, quand même, hein. Non, parce qu'ils payent évidemment tous leurs impôts, évidemment. Et ce qui est rigolo, c'est que ces documents-là ne sont jamais révélés. C'est les journalistes qui décident d'eux-mêmes de révéler tel ou tel document. Et D'accord. évidemment, quand on parle de journalistes, on parle de personnes qui sont salariées par des milliardaires, qui sont dépendants de structures journalistiques, qui sont soit directement corrompus, soit corrompus idéologiquement, qui sont embourgeoisés, etc., qui fait qu'aujourd'hui, on a un système médiatique de merde. Et du coup, nous, on a comme information que ce que les journalistes veulent bien nous laisser voir. Wikileaks, c'était différent. Wikileaks, si tu vas sur le site, les 10 millions de documents, ils sont accessibles, ils sont indexés, tu peux aller sur le moteur de recherche, tout vérifier, etc. etc. Ce qui fait qu'on est indépendant dans l'information des milliardaires. Hmm. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que ce truc-là fait que n'importe qui peut être lanceur d'alerte et n'importe qui peut consulter directement ces documents authentifiés. Et là, il y a un gros projet anarchiste, si tu vois un peu comment ça se construit. On fait l'information, on dit la vérité sans que personne ne puisse savoir. Personne ne puisse rien faire contre ça. Et du coup, Assange, ils ont publié des millions de documents entre 2010 et 2011, avec Chelsea Manning notamment, sur la guerre d'Irak, sur les tortures organisées, sur les assassinats notamment de journalistes qui ont été faits là-bas. Ils ont publié des choses sur la surveillance de masse qui a été faite aux États-Unis, la surveillance des États-Unis sur la France, sur les tortures à Guantanamo, imagine, ils ont publié directement des codes utilisés par la CIA pour espionner tout le monde. Ça Ah s'appelle oui. Volt 7. Le mec, t'as vraiment les scripts Python, machin, des trucs qui sont utilisés. Et ces tarés-là, ils ont publié l'intégralité. L'intégralité? Non, on peut pas dire intégralité. Ils ont publié des centaines de milliers de câbles diplomatiques. Donc, c'est-à-dire les petits messages que les diplomates envoient aux États-Unis Mhm. de 1960 en gros à 2000, quelque chose comme ça. Un peu plus, peut-être. Ce qui a été l'attentat le plus terrible fait à la diplomatie états-unienne et qui a provoqué les printemps arabes, etc., dans certains pays. Et du coup, évidemment, face à un truc qu'ils ne pouvaient pas contrôler et qui contredisait totalement en discours et qui faisait qu'ils ne pouvaient plus mener de guerre illégitime, et bah, ils ont fait ce que les États-Unis font dans ce cas-là, c'est-à-dire ils ont foutu la pression énorme pour faire en sorte de rapatrier Assange aux États-Unis, sachant que Assange est un Australien, que Wikileaks est une boîte islandaise et que les États-Unis, c'est les États-Unis, ils n'ont aucun droit à dire ce qui est légal ou pas par rapport à Assange. Oui. Genre, l'exemple que je prends souvent et qui est exactement le même, on a l'impression que c'est forcé, mais c'est peut-être encore pire parce que ce que je vais dire, c'est peut-être un peu moins politique. Genre, toi, tu as déjà bu de l'alcool dans ta vie, par exemple, j'imagine. Oui. Enfin, prenons l'exemple que tu as bu de l'alcool dans ta vie. Ben, en fait, tu as enfreint une loi de l'Arabie Saoudite. Tu n'as pas le droit de boire de l'alcool en Arabie Saoudite. Hmm. Tu as enfreint une loi de l'Arabie Saoudite. Donc, c'est comme si l'Arabie Saoudite venait en France et disait ce gars-là n'a pas respecté nos lois, on va l'emmener en Arabie Saoudite et on va le juger pour le crime qu'il a commis par rapport à nos lois à nous. Tu vois, c'est Oui, débile de faire c'est ça. absurde. Eh Oui. ben, c'est exactement ce qui se passe avec les États-Unis de Julian Assange. Assange n'a aucun compte à rendre aux États-Unis. Aucun. Il a des comptes à rendre limite à l'Australie, peut-être, et encore, c'était pas là-bas qu'il a fait ces trucs, plutôt à l'Islande, mais l'Islande, c'est quand même réputé pour être un. C'est pour ça qu'ils ont été là-bas, que c'est un havre de paix pour l'information, un peu plus en tout cas. Et du coup, en gros, depuis à peu près 10 ans, 12 ans, tu as plein d'histoires à la con, de mensonges qui sont répétés pour Julian Assange pour justifier le fait qu'il doit être extradé. Du coup, il a été emprisonné pendant 7 ans à l'ambassade d'Équateur. Mhm. L'ambassade d'Équateur qui l'ont accueilli parce que c'est Correa, qui était président à l'époque, donc gauche populiste, qui était là-bas. Et au moment où il y a eu un coup d'État là-bas, on pourra discuter un peu de ça, mais si tu veux, mais au moment où il y a eu un coup d'État là-bas, que les États-Unis ont repris le pouvoir en Équateur, ils ont fait tomber la nationalité d'Assange et ils l'ont envoyé dans la prison de Belmarsh. Et du coup, tu as eu un premier procès qui a été fait il y a 1 an et qui disait en gros on peut pas l'extrader parce que en gros il est autiste et aux États-Unis machin jurisprudence à la con, on peut pas l'envoyer. Et là il y a quelques semaines tu as eu l'appel des États-Unis et il y a un autre juge qui a dit en gros en fait on peut extrader Assange, on s'en fout, du coup il va y avoir un autre procès bientôt qui va dire en gros on va extrader Assange. Pour faire clair, pour faire simple, en gros Assange va être extradé dans quelques mois dans l'année 2022 quoi. D'accord. Voilà, c'était clair ou pas? J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. Ouais, non, franchement, c'était hyper intéressant. Mais alors, du coup, j'ai envie de revenir à une question que tu as un peu initiée au début, c'est comment ça se fait que personne n'en parle, du coup? Parce que ça a l'air d'être quand même un scandale international, tu Mhm. vois. Et pourtant, moi, regarde, je lis beaucoup d'articles, et franchement, je connaissais très peu de choses. Enfin, je connaissais Julian Assange, mais bon, j'étais pas très informé sur le sujet, quoi. Ouais.
en vrai, comment dire? Il y a quand même eu des. Pour revenir encore une fois, Mélenchon en parle depuis 2012, donc depuis le début auquel il s'est fait avoir, tu vois, mais pas souvent. Les médias en parlent quasiment jamais. Quand ils en parlent, c'est juste pour répéter des mensonges. Ou alors c'est pour ne pas préciser le fait que, par exemple, c'est illégal ce qu'il a fait, etc. On avait fait une vidéo, c'est illégal de vouloir extrader. On avait fait une vidéo avec Emmerich en reprenant des articles, par exemple, que Le Monde écrivait en disant que pour Navalny, qui est un journaliste d'extrême droite, mais vraiment d'extrême droite, hein, qui dit en gros que les Tchétchènes sont des cafards, des musulmans qui font plein de terroristes, Ouais, mais plein en Russie, c'est le d'attentats et qu'il faut centre, les. ça. Comment ça? En Russie, c'est le centre. Ouais, mais non, mais enfin bref. En gros, Damaldi qui est un gros droitard, mais extrême, qui veut buter du musulman, quoi, en gros. Lui, à chaque fois qu'ils en parlent dans les médias, parce qu'il a fait une révélation sur la corruption en Russie incroyable, ils ont dit incroyable, un éloge incroyable sur le journalisme qui est mis en danger par la Russie autoritaire, machin. Et quand c'est Assange, t'as jamais un discours comme ça qui est prononcé. C'est toujours Mm. un truc Assange ambigu, Assange contesté. Tu vois, pourquoi est-ce qu'il est contesté? Parce que les médias disent qu'il est contesté, hein, ou parce que les États-Unis le disent. Donc pourquoi est-ce qu'ils donnent de la valeur à ça? Assange qui a eu une affaire de viol parce qu'il y a eu des plaintes, machin, alors qu'en fait c'est pas un viol, alors qu'en fait il n'y a pas eu de plainte, alors que, enfin, tu vois. Et il te noie dans des détails toujours pour ne jamais parler réellement de l'affaire Assange, de sa radicalité et du scandale qu'il y a eu. Parce que ce que j'ai pas dit, mais le plus important, c'est que le procès d'Assange prouve, et le silence des médias prouve que ce sont les États-Unis qui disent à tous les journalistes du monde jusqu'où ils peuvent aller dans leurs recherches et dans leurs révélations. C'est ça que c'est aujourd'hui, maintenant, les États-Unis qui dictent la ligne éditoriale des médias. Et ça pose des problèmes à D'accord. aucun journaliste. Ouais, donc tu penses, toi, C'est ça que. qui est en train de se passer. Enfin, t'es en train de dire, en gros, voilà, les médias sont tous pro-atlantistes et finalement, ils tapent que sur la Russie, ils ignorent tous les problèmes des États-Unis, quoi. Je pense que les médias sont très embourgeoisés. Ouais. À mon avis, c'est ça. Qui sont bouffés par une certaine idéologie, que c'est tous des Parisiens dans des grandes tours qui sont dans leur petit cocon, et que bah, d'une façon ou d'une autre, soit ils savent qu'il ne faut pas parler d'Assange, soit ils s'en foutent un peu. Et la question, tu vois, question de savoir pourquoi est-ce qu'ils n'en parlent pas est pas forcément la plus intéressante. Je pense que c'est plus le constat disant le fait qu'ils n'en parlent pas qui est Mm. important et qui les disqualifie totalement. Le fait qu'on ne sache pas, moi-même, hein, si je sais l'histoire Assange, c'est parce que quelqu'un m'a harcelé sur Discord, tu vois. Donc je n'aurais pas dû le savoir normalement. Mais le fait que toi, tu connaisses pas ça, que moi, je connaissais pas ça avant de me faire harceler par gens et qu'en général, personne ne connaît, c'est quand même une preuve qu'il y a un énorme problème dans le système médiatique et qu'il ne faut absolument pas faire confiance à ces gens-là. À mon avis, je pense que c'est une histoire qui permet de radicaliser la critique médiatique et de Après, dire que les États-Unis sont des putains de tarés. Après, je suis pas Comme ça. forcément en désaccord avec toi, mais tu crois pas que bon, si on se dit on peut plus être d'accord, on doit tout le temps se méfier des médias, on va pas tomber à un moment dans une rhétorique finalement plutôt conspi ou s'abandonner à des médias enfin, qui n'ont aucune fiabilité, même enfin pire que les médias mainstream, quoi, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire à qui est-ce qu'on peut faire confiance finalement? On fait confiance Oui, qu'à oui. Canard réfractaire. Évidemment, évidemment. Après, c'est la critique radicale de il faut pas faire confiance aux médias, ça veut pas dire les médias balancent de la merde quoi qu'il arrive. Hmm. Ça veut dire que par exemple Le Monde qui va faire un article qui décrypte les analyses de l'INSEE ou de France Stratégie de machin, on peut se dire ok là-dessus ça passe à peu près sur le côté international qu'ils aillent niquer leur mère quoi. Oui, Et puis d'accord. c'est plus globalement, en fait c'est plus une critique globale que le système médiatique a failli et qu'il faut le changer et qu'il faut le renouveler et qu'il faut rien concéder là-dessus. Après, la question que tu poses de nique les médias mainstream, oui. Est-ce qu'il faut faire confiance du coup à la réponse débile, de la réponse conspi, machin? Non, évidemment. C'est pour ça qu'il faut aussi des alternatives. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un travail militant et journalistique à faire pour créer justement des médias qui arriveront à faire le boulot, quoi. Oui. Mais la difficulté, toujours, c'est qu'il faut de l'argent et beaucoup de compétences pour réussir à créer des informations, pour les analyser et pour faire des éditos politiques comme on fait au Canard. Facile, tu vois. Il faut juste être un militant un peu teubé et sûr de lui. Mais pour faire vraiment de l'information comme faisait Wikileaks, par exemple, ou comme font Disclose, par exemple, c'est plus compliqué. Mais ça ne veut pas dire qu'on est tout seul et qu'il y a beaucoup de médias alternatifs et indépendants en France. Je veux dire, on a peut-être les pires médias, mais on a aussi des très très bons médias. Genre Mediapart, par exemple, c'est le parfait exemple d'un média alternatif qui fait le taf journalistique.
Genre 90% des grosses révélations qui ont été faites contre le pouvoir en place, c'est l'œuvre de Mediapart. Ouais, je suis Après, t'as assez Reporter. d'accord. Ouais. Enfin, Mediapart est un bon média, je trouve, pour tout ce qui est investigation. Après, peut-être qu'on a tendance à trop montrer la facette finalement éditorialiste. Et donc là, d'un coup, c'est genre 100% woke. Voilà, c'est 4 vidéos de psychologique par semaine quoi, sur Mediapart. Tu vois, c'est. Et là, bon, après, voilà, ils ont quand même, tu vois, une ligne éditoriale. Ils ont quand même un Oui, positionnement. évidemment. Mais ils te prennent pas en traître. Oui. Tu sais que Mediapart, si t'es un peu anti-woke, machin, tu sais très bien que Mediapart, il s'affiche comme ça, tout le monde le sait. Ouais, mais le Figaro, ils Plenel, prennent pas en traite non plus, tu vois. Bah, ils te prennent pas en traite, mais ils font pas de travail d'investigation. C'est Eux, vrai. ils font que répéter les trucs de l'AFP. Ils n'apportent rien. Et quand ils parlent de trucs importants, ils désinforment aussi pas mal. Hmm. En fait, c'est ça, c'est plus que. Alors peut-être que j'utilise pas les bons termes, hein, mais il faut avoir une critique radicale des médias, mais ça n'empêche pas de les lire. Ça oblige à savoir qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans, Mhm. ce en quoi tu peux faire confiance, et construire un truc à côté. Mais est-ce que de toute façon, on en a besoin d'énormément d'informations, énormément de trucs pour faire de la politique aussi? C'est la question de. Ah, Qu'est-ce que je veux dire? ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas, à une époque, j'aurais peut-être dit pas forcément. Aujourd'hui, quand même, bon, je vois. Enfin, franchement, si tu regardes les chaînes qui ont plus de 100 000 abonnés, bon, on espère que tu vas bientôt avoir 100 000 abonnés, mais mais si tu regardes les Oh oui. chaînes de plus de 100 000 abonnés sur YouTube Game Politique, enfin, c'est décevant, quoi. C'est même Ouais. assez consternant. Ouais. Mais le YouTube politique est assez vide, hein. Bah, soit c'est très convenu. Ouais. De toute façon, on lâche des noms, on s'en bat les couilles, hein. On est chez Vas-y, droitard. vas-y. Non, on balance. Non, genre, par exemple, Tabibian qui fait toujours la même analyse et qui fait toujours les mêmes blagues, par exemple. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça apporte quelque chose? Putain, je vais avoir des pouces rouges là. Non, mais je pose le truc politiquement, tu vois, tu peux trouver ça drôle, machin, machin. Enfin, je m'en fous, tu fais ce que tu veux de ta vie. Toi qui vas poster un commentaire, mais politiquement, il n'y a pas de création là-dedans. Tatiana Avanto, je trouve pas qu'il y a beaucoup de création là-dedans. Le média, par exemple, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de création journalistique, de création conceptuelle, de machin. Ils font que répéter un discours qui est déjà en place. Il y a une utilité stratégique Hmm. à avoir une représentation d'un discours même convenu, mais c'est chiant, quoi. Bah, je suis Et un puis peu d'accord. c'est très télé. Par exemple, le média, c'est plein de fric pour simuler la télé. Oui. T'es sur Oui. YouTube, c'est pas pour faire de la télé, vieux. Ou alors, ok, tu fais ça, mais du coup, tu auras un public qui a appris les codes sur la télé. Donc, tu auras un public de vieux et de vieux gauchistes, quoi. Encore une fois, c'est bien, il faut faire ce travail-là, c'est peut être pertinent, mais se contenter de ça, c'est casse-couille. C'est pour ça que nous, on trouve ça très très chiant, le YouTube politique. Parce que c'est toujours le même discours, parce que c'est beaucoup blabla, Hmm. vraiment, c'est beaucoup blabla. Il n'y a pas beaucoup de mise en danger, il n'y a pas beaucoup de trucs artistiques aussi, qu'on essaie de faire un peu au canard, on fera un peu de plus en plus. Et que, bah voilà, je pense qu'il y a une espèce aussi d'habitude qui se met en place. C'est-à-dire quand tu fais des vidéos sur YouTube, tu fais que gérer tes habitudes au final. Et je pense au bout d'un moment, bon, tu fais les choses sans trop réfléchir et tu arrives à te transformer pour te contenter de faire le strict minimum qui permet d'avoir 2 000 € sur Tipeee, quoi. Oui. Ouais, en Je gros, pense qu'il c'est y a beaucoup de devenu ça aussi. une espèce de job récurrent, quoi. Faut sortir sa vidéo pour Oui, avoir son salaire, non, quoi. mais c'est exactement ça. T'as vraiment cet affect-là. Et du coup, si t'as pas un délire un peu militant débile, que tu peux perdre au fil des années d'ailleurs, parce que si t'es regroupé, machin, que si tu te fais un peu harceler un peu tout le temps et que du coup tu te renfermes sur toi, et que en plus de ça, t'as pas forcément une démarche artistique qui te dit de toujours changer les choses, de faire évoluer les trucs, très vite tu fais la même chose, hein. Et très vite tu te dis comment être rentable. Là, je suis rentable, donc je bouge pas. Hmm. Et donc c'est ça qu'il faut essayer de casser à droite comme à gauche, hein. Et c'est là où Danny Raz arrive avec la culture, etc. Et c'est ça le plus grand bien de la gauche ces dernières années, c'est l'arrivée de Dany Raz, à mon avis. Carrément. Non, mais en vrai, bon, moi j'étais assez critique au début d'eux. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces deux guignols, tu vois, qui Oui, font des streams Twitch. Puis finalement, bon, j'ai regardé comme tout le monde, tu vois, je rigolais. Et puis c'est que du React en plus. Donc je me disais, putain, je vais pas regarder des mecs en train de regarder des vidéos, tu vois. Mais mais finalement, si. bah, je me suis pris au jeu, quoi, parfois. Et certaines soirées, je me suis plus à regarder 1 heure, peut-être plus, tu vois. Et même pareil, les radios libres, enfin, bon, il y en a qui durent des heures et des heures, mais ça m'empêche pas de passer du temps dessus. Alors qu'une vidéo de 20 minutes aujourd'hui, bah, il y a des vidéos Oui. de 20 minutes qui sont chiantes.
Franchement, j'ai l'impression que c'est les mêmes arguments. Comme tu as dit, quoi. Je veux dire, je regarde une vidéo de Tatiana Vento, j'en ai vu 10, quoi. Il y a un moment. Non, mais j'ai compris tous Non, les mais c'est arguments ça. qu'elle voulait dire, Ouais. quoi. C'est le gouvernement, il est pas gentil, ok. Bon, voilà. Bon, derrière, il n'y a pas de proposition, il n'y a rien. Puis il n'y a pas de nouvelle analyse et tout ça. Mais en même temps, c'est difficile. Mais parce que nous, on a ça. Et nous, on a fait plein de vidéos identiques sur Macron aussi. Donc, je dis ça pas en mode on est des génies, on a évité ça. Je dis ça en mode on est des débiles et on a constaté qu'on était des débiles. Et que ça arrive très vite, quoi. Mais du coup, ce que nous, on a en tête, c'est de dire ok, à quoi on sert si on ne fait que répéter un même discours de personnes qui ont déjà entendu ce discours 10 fois? À quoi ça sert? Alors, peut-être qu'économiquement, pour nous, on aura pu, nous, on aura pu se caser à 3 000 euros, 4 000 euros par mois et puis avoir notre CDI tranquille, quoi. Mais à quoi ça servirait de faire ça? Parce que notre YouTube, c'est pas notre projet de vie, parce qu'on a des choses qui nous transcendent plus que le simple fait d'avoir du pognon ou de trucs comme ça, et en tout cas, on aimerait se convaincre de ça, et du coup, on y va, quoi. Mais il faut pour ça savoir qu'est-ce que tu veux, pourquoi est-ce que tu fais les choses. Et c'est pour ça aussi que la philosophie politique, de savoir pourquoi est-ce que tu milites, c'est important. Qu'est-ce que tu recherches en faisant ça? Ouais. Parce que fais pas croire que c'est pour sauver le monde. Dans la vidéo écologie, c'est tout le propos de la vidéo écologie. On dit on fait ça pour sauver le monde, nique ta mère, c'est pas pour ça. Oui. Donc pourquoi est-ce que tu le fais vraiment? Assume-le et on verra si je te suis ou pas, quoi. Et pourquoi tu le fais vraiment alors, toi? Ouais, c'est la grande question. Ouais, je veux savoir. Ah ouais. Bah, je sais pas, dans le Confus de Canard, on en parle un peu de cette incapacité à répondre un peu à cette question. Je sais pas, je pense que... bon, je vais balancer une théorie un peu à la con. Vas-y. De toute façon, on est là pour ça. Oui. Je pense qu'à 90% du temps, ça se résume à des choses comme les habitudes, le fait que socialement, c'est comme ça qu'on discute, que mes amis autour de ça, ils parlent de ça, que je me lève le matin en sachant quoi faire et que je me dise pas putain, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Ok, il faut se matrixer à faire des vidéos, il faut faire des interviews avec Droit Fragile, il faut faire un machin. Du coup, ça occupe l'espace mental et ça satisfait, tu vois. Donc, il y a une habitude comme ça. Je pense qu'à 90% des cas, c'est explicable socialement, pour les habitudes, culturellement, etc., etc. Après, je pense qu'il y a quand même 10% des cas, mais c'est là où il faut aussi avoir à la fois l'honneur d'en parler avec les mots, mais aussi avoir un côté humble là-dessus, et c'est un peu difficile de trouver ça, mais par exemple, tu as beaucoup de souffrances qui sont liées... on en parlait de ça hier. C'est très neuf, donc ça va être assez confus ce que je vais dire, mais globalement, les gens, par exemple, sont incroyablement névrosés. Tout le monde est névrosé de plein de façons différentes. Tu as plein de tabous qui se disent pas, tu as plein de travail qui détruit les individus, tu as plein de conversations qui n'ont pas lieu dans les trains parce que tout le monde est avec son téléphone, et que tu n'as pas cette promesse un peu de... La promesse de la vie en tant que quelque chose vécu individuellement, elle peut se faire, tu vois, Nietzsche et compagnie, mais sociétalement, il y a quand même quelque chose qui manque, et ce quelque chose qui manque là, on l'a pas obtenu, mais on l'a touché un peu de près dans les manifestations, dans les organisations, dans la force des Gilets jaunes, dans les trucs comme ça. Et je crois que la satisfaction et la force de la vie en communauté, de la vie en société, de la fierté de ce qu'on est en train de construire, de ne plus être dans la victimisation de ce qui se passe avec l'écologie, dans le social, etc., de cette force commune qu'on doit construire, à mon avis, elle passe aussi par la politique. Mais elle passe avant tout par la culture. C'est ce que déniera, c'est que la politique, on s'en fout, c'est la culture qui est importante, une culture vitaliste. Et je crois que la politique peut apporter ça. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, c'est un peu confus, mais c'est un truc qu'on va essayer de travailler. Et c'est pour ça qu'il faut faire de la philosophie politique, de savoir pourquoi on fait ça et qu'est-ce qu'on veut. Et ça évite de s'enliser dans des débats, revendications politiques qui n'ont pas forcément de sens. Ouais, je vois un peu ce que tu veux dire. Même si c'est un peu confus, comme tu as dit. Mais... C'est un peu confus. J'admets que je suis confus là-dessus. Mais à la vidéo écologie, on parle bien. Ok, bah écoute, je la regarderai. Donc je renverrai... Parce que toi, t'as un rythme quand même de production, surtout le mois dernier, quoi. C'était... Ouais, on est énervé, débile. là. C'est une vidéo par jour et tout. Ouais, on est débile. Mais oui, non, on est débile. Non, mais on l'a fait, on est fiers de ça. Mais ouais, on l'a fait. En vrai, l'idée est pas forcément mauvaise, tu vois, mais après, faut tenir le rythme, quoi.
Ouais, mais en gros, le gros truc qui nous a motivés, c'était de faire une vidéo par jour parce que ça va nous forcer à nous organiser. Hmm. Et parce qu'en fait, on était un peu, tu sais, on est des gauchistes. Du coup, on est un peu, tu vois, on est un peu vague dans la Désorganisé. Non, mais moi production. aussi, je suis désorganisé. T'inquiète pas. Ah! Bah oui. Non, quoi? Le clivage gauche-droite n'explique même pas ça, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il explique alors? Et du coup, là, ça nous a forcé à dire, bah ok, de toute façon, c'est simple, là, ce soir à 18h, il faut sortir une vidéo, il n'y a rien qui est prêt, du coup, il faut y aller. Et bah du coup, on y va, et puis on travaille en parallèle, et puis on fait plusieurs tournages d'un coup, puis plusieurs montages d'un coup, puis machin, machin. On essaye de... Puis ça nous a poussé aussi à tenter différents formats. C'est-à-dire que quand tu faisais 1 à 2 vidéos par semaine, tu te disais, ok, c'est-à-dire que pendant 3 jours, 4 jours, les gens vont juger cette vidéo. Donc si elle est foirée, bah, tu l'auras un peu dans le cul. Sauf que là, du coup, on s'est dit, la vidéo va être très vite oubliée, et donc on a fait des vidéos un peu plus divertissantes. On a essayé de faire des formats un peu plus divertissants en se disant que YouTube, c'est le divertissement, etc. Donc des vidéos React, donc des vidéos un peu jeux, etc. Et du coup, c'est ça aussi qu'on voulait faire, et on voulait se mettre dans des conditions où c'était pas trop grave si on se foirait, quoi. Oui. En gros. En gros. Mais enfin, c'est un truc que t'aimerais bien refaire ou non ça t'a dégoûté? Une vidéo par jour, c'est trop. C'est trop. Mais après, comme dit sur la vidéo, vous êtes tous des enfoirés, là. On a tendance à changer de stratégie un peu tous les mois. Je pense que là, pour le mois de janvier, on va essayer de faire des trucs, des vidéos moins de vidéos, mais plus construites, plus argumentées, plus. À mon avis, sur YouTube, ce qui marche, c'est soit les vidéos très courtes, soit les vidéos très bien foutues. Ouais. Même si elles durent un peu longtemps. Mise en scène, avec des trucs un peu nouveaux, etc. Du coup, on va se concentrer sur YouTube, on va faire des vidéos un peu plus longues, bien foutues, argumentées. Et après, on va aller sur d'autres plateformes pour faire un peu de la merde, à mon avis. On va aller sur Twitch, on va aller sur Instagram, sur TikTok, et puis on va essayer de faire ça. Donc, Et un tu peu dis, vidéo, un peu vortex, tu vois, aussi. ouais, je vois un peu. Ouais. Mais tu dis on, justement, il y a qui en fait dans l'équipe Canard Réfractaire? Parce que bon, il y a toi, il y a aussi une jeune femme, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Nena. Nena, voilà. Nena. Et il y a d'autres personnes ou pas? Ouais, il y a Camille qui fait l'écriture avec nous, qui s'occupe de la prod et qui s'occupe de l'administratif et de nous faire les fiches de salaire, etc. La comptabilité, donc tout ça. Et tu as Pixel More qui travaille avec nous à mi-temps pour faire du montage. D'accord. Pixel More qui va peut-être revenir, peut-être, je ne sais pas. Pixel More du coup qui fait du montage, très bon monteur. Et tu as Gabriel qui est avec nous, un peu plus en satellite pour nous faire des fiches de certaines vidéos un peu gros cerveau sur comment dire, la géopolitique, etc. Du coup, on est 4 salariés et tu as Gabriel qui est en auto-entreprise en satellite qui fait des fiches de temps en temps. Et 4 salariés, du coup, on est 5. À payer tout le monde correctement? Alors, les revenus YouTube sont suffisants? Non, nous on monétise pas sur YouTube, du coup on gagne rien sur YouTube. Ok. Parce qu'on gagne pas grand chose et ça fait plus chier les pubs qu'autre chose. On a embauché grâce à un financement, on a eu 53 000 euros, 54 000 euros en fin août, début septembre. On a des chèques qui arrivent, on a Tipeee qui rapporte 2 000 euros, et puis tu as des mecs qui font des gens qui font des virements de temps en temps. Du coup, en gros, là, on peut se payer jusqu'en juin, à peu près. Et l'objectif, c'était d'être armé, d'être organisé, et d'être puissant pour les présidentielles. Puis après, ce qui se passera après les présidentielles. En tout cas, si on voulait faire autre chose que ce que je faisais à la base, il fallait être plus nombreux. Du coup, on est allé, vas-y, on y va. Ouais, parce que c'est un peu instable quand même. Du jour au lendemain, tu peux avoir une baisse drastique, tu vois. Ouais, bah nous, on a la chance, du coup, avec le financement, d'avoir une trésorerie. Donc, on sait que jusqu'en juin, c'est bon. Mais après, c'est pas un projet de vie, c'est clair. C'est putain d'instable. Et tu faisais quoi avant? Avant, j'ai fait pendant Canard, pendant un an et demi, j'étais auto-entrepreneur Canard. Avant, j'étais ouvrier maraîcher dans le bio. Et avant, je glandais un peu comme beaucoup de jeunes. J'ai fait du service civique, j'ai fait des formations un peu nulles, des trucs comme ça, des boulots de prof privés pour des petits bourges en informatique, ce genre de choses. Oh là là. Putain, des... Terrible. Ah ouais, putain. Mais attends, en informatique, tu faisais de l'informatique aussi? Enfin, tu fais tout, quoi. J'ai fait des études d'informatique. Ok. Après, j'ai fait 7 heures de cours de lettres à l'université Rennes 2. Ah oui.
Ouais, c'est très bien. Et après, j'étais plus dans le truc donc jardin pédagogique. Donc avec les gamins, animer des trucs et des ateliers avec les gamins, petits trucs qui crient là. Et après, études en maraîchage bio, ouvrier maraîcher bio, et donc après canard quoi. Et ton parcours militant, c'était quoi? Parce que j'entends des mecs, tu vois, qui me font des rumeurs en me disant ouais, il a été soralien, d'autres qui me disent il a été à l'UPR, tu vois. J'entends de tout sur toi, donc Oui, oui, incroyable. Alors, ça a commencé, je pense, avec un peu la vibe de familiale, avec le Parti socialiste en 2012, un peu Hollande stylé quoi. mhm. Après, c'est chouardisation très rapide, donc à partir de 2013. Je vais remonter les mails pour savoir à peu près quand. Donc 2013, chouardisation. Du coup, politisation via Internet. Donc ça inclut tout. Donc j'ai maté beaucoup de vidéos de ce qui était présent sur Internet à l'époque. Donc Chouard, Soral, Lepage, Asselineau. C'était les seuls qui étaient présents à l'époque. Et du coup, adhésion en 2014 à l'UPR. Je suis resté du coup un an, j'ai pas renouvelé. Non, attends, 2015. Je suis pas renouvelé. Après, il y a eu. J'étais gauchiste à l'UPR, un peu tendance à nard, gauchiste chouardien, mais à l'UPR, il y avait un peu ce truc unité nationale, tu vois. Hmm. Et après, ce qui m'a beaucoup formé politiquement, c'était l'action truc étudiant, loi travail 2016, Nu debout à Laval. On avait organisé plein de trucs. Et après, mélenchonisation à partir de fin 2016. Et voilà quoi. Du coup, affirmation de la mélenchonisation, gilets jaunes après qui ont venu changer un peu la strate de tout ça, affirmation du populisme de gauche. Et après, beaucoup Victor Dodache qui a pas mal influencé et Dany Erraz au niveau de la forme et de la culture qui affine tout ça. Putain, Donc, Dany Raz au euh, sommet, quoi. bah, en conclusion pour l'instant, mais après, oui, Sam un peu qui commence à me travailler un peu Ah ouais? au sommet parce que c'est les derniers que j'ai vus, pas parce que c'est les plus influents. Je pense que les plus influents, c'est quand même Mélenchon, le truc qu'il a fait. Mais si je pense que je vais avoir des restes de chouardien un peu dans les gènes. Mais Mais du coup, parcours un peu classique de mec qui se politise sur Internet sans passer par des partis politiques, quoi. ouais. Ouais, ouais, non, écoute, c'est intéressant. Ah, pour le coup, j'ai vu Mais, pas mal de gens qui avaient ce parcours-là, quoi. Un petit peu Sora, l'UPR, ouais. c'est pas. Bah, arrête avec ça, hein. C'est pour ça à l'époque, Soral, il y avait que lui qui était divertissant, qui était fort, qui était marrant, etc. Après, tu vois, c'est un peu toujours la même conversation qu'il y a avec Joclo et Psyo, là, oui, mais on fait que de se divertir. Bah, avec Soral aussi, on se divertissait, mais t'inquiète, il y avait quand même des idées politiques qui passaient. Et Hmm. heureusement, à cette époque-là, que tu avais Lepage, Chouard qui était là, parce que tu n'avais personne d'autre pour faire le taf non, mais ce gars-là, il dit de l'AD, quoi. Et regardez plutôt la force du mouvement social, de la démocratie, de la constitution, des machins. Mais il y a tous ceux de ma génération qui ont mon âge à peu près et qui sont politisés sur Internet, tout le monde a vu toutes les vidéos de Soral. Enfin, vraiment, l'influence de Soral à gauche aujourd'hui, elle a existé, elle a fait partie de l'histoire du truc. Ouais. Parce que tu avais, et encore une fois, parce que les gauchistes ont 10 ans de retard sur tout, et notamment sur la communication, et que là, en ce moment, ils sont en train de faire des vidéos d'universitaires nuls, et que c'est Papacito qui mène le terrain, comme avant, c'était le cas où la gauche n'existait pas, et que c'était Soral qui menait la danse, quoi. Et Donc, tu- et à cette époque-là, c'est les confus de Chouard et de Lepage qui ont fait le taf, et qui ont sauvé des centaines de milliers de personnes. donc faut arrêter les vidéos d'universitaires nuls et commencer à poignarder du mannequin droitard. Oui, et de faire des trucs un peu gay bloqué cringe avec la saucisse là sur la tête Ah oui, de oui, Papacito là. ça j'ai pas Ça, je pense compris. que c'est ce qu'il faut faire. Putain, c'est vrai que c'est énorme. Non, tu trouves pas quand même Voilà. que. Moi j'ai l'impression quand même, enfin, je suis d'accord avec toi, il y avait un petit côté humoristique, divertissant à la droite. Enfin, on va dire à tout ce qui est Raptor, Valek et tout. Mais Mhm. aujourd'hui, je trouve quand même que, enfin, je dois le dire, au niveau intellectuel, sur Internet, on va plutôt chercher à gauche qu'à droite, hein. J'en connais Ça pas a beaucoup. baissé pour toi à droite ou ça a toujours été un peu le cas et c'est nous qui avons monté le niveau? Ah, ça, c'est une bonne question. Je sais pas, je pense que vous êtes peut-être vous avez monté le niveau, tu vois. C'est-à-dire vous êtes, enfin, vous êtes un peu adapté, vous avez eu un discours un peu moins vindicatif pour la plupart d'entre vous, tu vois, un peu moins agressif. Et puis vous avez commencé à percer aussi, quoi. Il faut être honnête. Moi, je me souviens quand j'ai découvert le YouTube de droite, bon,
Il y avait quasiment que de ça. Pourtant, je regardais pas énormément, tu vois, et j'étais déjà pas forcément d'accord avec tout ce qu'il disait. Mais aussi, je pense qu'il y a une chute un petit peu de la droite. C'est-à-dire, je vois par exemple, bon, là, cette semaine, je crois que c'est Rochdy qui a tweeté, tu vois, en disant que bon, la droite avait beaucoup de talents comme Conversano, Cro-Blanc et tout. Et là, si tu veux, quand j'entends. Ouais. Bon, alors, Rochdy, on sait que, ok, il était au RN, d'accord, bon, on sait que c'était un identitaire, machin. Mais là, quand le mec vient de dire que bon, Cro-Blanc et Conversano sont des talents de la droite, bon, j'ai envie de dire, il a C'est mal, hein. écrit la droite est en train de mourir, quoi. Là, c'est la décadence, entre guillemets, tu vois. Pour moi, tout est dit, tu vois. Alors après, peut-être vous Et êtes ça plus sera... présent sur Twitch aujourd'hui. Enfin, vous Oui, êtes plus omniprésent en tout cas que sur YouTube où c'est encore pas mal la droite, mais il y a une petite ouais. remontée, quoi. Mais t'as beaucoup le... attends, j'avais deux trucs à te dire. Vas-y. Ouais, ce serait intéressant d'avoir une analyse matérialiste de comment ça se fait que les discours de droite sont perçus en tout cas comme moins convaincants. Ça peut être marrant de... Peut-être que l'arrivée de l'anti-wokisme a aussi bien niqué aussi leur discours et que ça a rendu plus poreux, par exemple, la droite libérale avec la droite identitaire. Et que du coup, c'est des mecs comme ça qui ont repris et que politiquement, ils sont moins forts que ce que pourrait être une droite libérale que j'imagine tu t'identifies plus. Ouais, je m'identifie un peu plus à ce courant-là que. Enfin, en tout Ouais. cas, je m'identifie pas au courant. Donc, tu vois, déjà, c'est un premier truc. Bon, le courant. Alors, à l'époque du rendez-vous dissident de Raptor, il y avait déjà quand même, si tu veux, bon, Raptor qui invitait de l'Esquin, machin, il y avait quand même bon, une certaine porosité. Mais c'était moins affiché. Aujourd'hui, les mecs, ils te parlent grand remplacement à longueur de Mhm. journée, ils te parlent couleur de peau, tu vois. Alors que la Ah, bah ils veille. se sont wokisés en fait, Oui, ouais, c'est ça. oui. La veille, ils te Mm. disaient, non, mais les woke, ils arrêtent pas de parler de couleur de peau. Nous, on est les vrais Oui, antiracistes. Tu vois. Alors, les mecs, vous ouais, avez c'est ça. changé de paradigme. Et donc, Oui, avant, voilà. c'était plus critique économique, critique philosophique, et que maintenant, c'est vraiment du psychodélique, quoi, Oui. en Et gros. puis il y a aussi la crise sanitaire, tu vois, j'ai l'impression pour moi. Enfin, j'ai entendu des discours quand même où Ah, j'étais. Tu vois, enfin, des espèces de discours bas de gamme en mode bon, le vaccin faut s'en méfier, tu vois, des trucs comme ça. J'en ai vu beaucoup dans des cercles de droite, tu vois. Je me suis dit, qu'est-ce que waouh. c'est que ces mecs qui viennent dire on est plus rationnel que la gauche toute la journée, tu vois, et qui se mettent à nous sortir des discours conspi ou anti-vax. J'étais là. Ouais. Et Oh, puis, les à mal mecs. le faire, qu'à pas réussir à le faire. Oui. Mais peut-être que c'est un. Alors, c'est une interprétation que j'ai de ce qu'a dit Raz, pour pas Mm. l'attacher à ça, mais je pense qu'à un moment donné, la droite, ils essayent de faire du gauchisme avec des arguments un peu comme ça, là, sur l'antiracisme, ils essayent de faire du complotisme sans y arriver, etc. Et en fait, là-dedans, ils sont moins forts que nous. Parce que Mm. nous, on a un peu l'arrivée de Dany Arras, c'est l'arrivée de l'analyse de la dialectique du gauchisme. Attends, en gros, à mon avis, il y a eu tout un mouvement gauchiste nul qui a été peut-être important à un moment donné, mais qui a très vite vu ses limites et qui s'est fait aussi bouffer un peu par les discours woke et compagnie, où ils ont perdu de la pertinence politique, où ils ont perdu de la capacité à parler à des gens différents d'eux-mêmes, Mm. à mon avis, au-delà de tout le discours. Et que du coup, nous, on arrive en disant, OK, on renie pas tout ce qui est dit, mais on fait la critique radicale de la gauche et du gauchisme en disant, voici ce dont ils ont été incapables de faire et pourquoi ils l'ont été. Et nous, on va faire le boulot là-dessus. Et du coup, nous, on est à la synthèse du gauchisme quand la droite était juste à la copie de ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Eux, ils ne font que répéter En gros, pour faire très simple, eux, ils ne font que répéter les woke et leur stratégie, quand nous, on est déjà à la synthèse de ça. Et c'est là où l'affrontement entre Psyo et Wissam est historiquement importante pour la gauche en France. C'est que c'est la droite woke qui a essayé d'affronter quelqu'un qui a fait la synthèse du wokisme en France. Et que du coup, on voit que tu as une différence de niveau qui fait qu'il y a un renversement qui va sans doute avoir lieu entre ce qu'on appelle, pour se marrer, la gauche no cap, face à ces droitards qui sont dans des contradictions et qui vont sans doute pas trop s'en démêler et qui vont se radicaliser, qui vont se droitiser fort et qui vont plus avoir cette hégémonie et ce discours cool qu'ils pouvaient avoir avant. Parce que de plus en plus, ça va se rapprocher des conversations, etc. Et que, ok, c'est marrant quand Raptor chie sur Nu Debout, mais Mm. quand il soutient des racialistes, c'est un peu plus embêtant. Du coup, on va peut-être écouter C'est un ceux peu qui moins font des marrant. Ouais. réacts marrants, tu vois. Ouais. Et du coup, tu vois, c'est une espèce de... Il y avait, dans un sens, la gauche qui était un peu plus forte et puis qui a fait du gauchisme, qui a fait de l'entre-soi, machin. Du coup, il y a une critique forte qui est arrivée.
donc la critique anti-woke des droitards, qui eux-mêmes s'enlisent dans leur propre merde, et du coup, nous, on arrive en synthèse de tout ça, et on va essayer de... C'est un peu l'analyse que je fais. Ouais, ouais, non, je comprends. Non, mais il y a aussi des trucs, tu vois, qui vont... Enfin, par exemple, bon, en général, la gauche t'attribue plutôt ça à un discours, on va dire, anti-élite économique et tout. Donc, enfin, naturellement, tu vois, instinctivement, je me dis, s'il doit y avoir du complotisme, j'ai quand même plus de chances de le trouver à gauche, tu vois. Et finalement, j'observe que c'est pas forcément le cas, tu vois. Enfin, il y a des gens de gauche qui sont plutôt complotistes. Mais à droite, il y en a beaucoup qui sont dans ce discours-là, alors que tu te dirais, bon, enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Genre, je comprends pas. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a des complots économiques, des complots et tout. Moi, c'est vrai que ce genre de truc, tu vois, ça m'a choqué. Vraiment, je pense que c'est un peu ce qui m'a sorti Ok. pas mal d'une partie de la droite YouTube. Bon, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres trucs. Enfin, pour moi, tout aussi, cette mouvance, bon, j'ai quelques côtés réac, mais bon, quand même, à ce point-là, tu vois. Je veux dire, bon, je veux bien, on dise, ouais, les grèves, c'est chiant, tu vois. Mais bon, venir Ouais. me dire, bon, les mecs, là, il y en a marre, faut sortir l'armée, faut taper, tu vois, et faut Ouais. renvoyer les immigrés. Et le lendemain, de faire, oh, mais le pass sanitaire, ça restreint mes libertés. Je fais, mais la veille, Ouais. je comprends pas. C'est un peu le deux poids deux mesures, tu vois. Il y a un mec dans le quartier qui se fait contrôler, bah il se fait pas assez contrôler. Ah, moi je me fais contrôler. Oh putain, c'est quand même chiant. Ouais, il y a des... Mais je pense que sur le complotisme, alors peut-être que j'exagère, mais je pense que, par exemple, toute ma génération, enfin, Hum, moi et... Enfin, moi j'ai vécu ça, donc je présume que des centaines de milliers de personnes ont vécu la même chose. On a été politisé énormément aussi à travers les documentaires complotistes. hum. Enfin, j'en avais pas parlé dans le truc, mais moi j'ai commencé à regarder sur les trucs sur le World Trade Center, sur la création du SIDA, sur Big Pharma, etc. Et du coup, nous, on a été complotistes suffisamment tôt pour faire la critique de ça et pour faire la synthèse de ça, de savoir maintenant comment est-ce qu'on se méfie d'un discours complotiste qui nous convainc nous-mêmes et qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ce complotisme-là à un contenu politique intéressant. Et c'est dur à faire avec le pass sanitaire, avec la vaccination, etc. C'est subtil de trouver le bon truc sur le fait que les vaccins, ce soit un bijou de l'humanité, mais qui ont été réappropriés par des trucs, et que du coup, par exemple, tu as Stigler, je sais pas si tu as vu Stigler, pardon, je change un peu de sujet, mais Barbara Ouais, Stigler, Barbara Stiegler, oui. elle a un discours incroyable sur le pass sanitaire et sur la vaccination, qui est, en fait, si tu veux, euh, c'est un peu, je sais pas si c'est l'insulté de dire ça, mais c'est un peu la synthèse parfaite, crédible, cohérente, universitaire, scientifique du complotisme. Hum. Et ça, la droite est incapable de faire ça. Est incapable de reconnaître la pertinence du discours-là et de le répéter. Et nous, on peut le faire. Pourquoi on peut le faire? Parce qu'on a des universitaires avec nous qui sont compétents et qui réfléchissent. Et parce qu'on a du coup, ce recul critique sur le complotisme dans lequel on a médié et avec lequel aujourd'hui on arrive à manipuler bien plus les choses, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est paradoxal. Enfin, pour moi, si les mecs venaient dire la veille, bon, mais ouais, les woke, c'est n'importe quoi, ils sont endoctrinés, ils sont obnubilés par des trucs complètement fous, et que tu viens de dire, moi, je suis la droite, je crois en l'élitisme, je crois, je sais Oui. pas, en la vertu finalement de la science, de l'Occident et le machin, et que le lendemain, tu tiens ce genre de discours. Enfin, je me dis, mec, enfin, là, t'es dans pleine dissonance cognitive, quoi. C'est pas possible. Et c'est là où la vidéo qu'on va faire sur Psyo, donc je sais pas quand, sur Psycho, pardon, je sais pas quand est-ce que tu vas publier cette vidéo-là, mais la vidéo sur laquelle on travaille en tout cas, c'est pour montrer qu'il y a des contradictions dans ce discours-là, des contradictions qui poussent au mouvement et que ce mouvement-là va mener à un effondrement de cette pensée, à Hmm. une radicalisation, puis à un effondrement de cette pensée-là. Donc ça ne va pas se faire non plus tout seul. C'est là où il faut être stratégique, c'est là où il faut faire du contenu, c'est là où il faut réfléchir un peu. Mais en tout cas, c'est ce qui me pense à dire que cette pensée droitarde-là, même si elle paraît forte et convaincante aujourd'hui, à moyen terme, à long terme, elle est vouée à soit se radicaliser jusqu'au ridicule, soit revenir dans un état un peu plus cohérent, un peu plus Ouais. droitard fragile, quoi. Mais que Non, si mais je peux te faire cette Non mais c'est conclusion. vrai, t'as raison. Non mais moi je l'ai reconnu en Le temps est plus avec nous, quoi. quand j'avais fait le truc sur la Bang, voilà, j'avais dit à Kali, moi, voilà, j'ai regardé beaucoup de vidéos de Tim Pool aux États-Unis, tu vois, enfin des mecs comme ça qui te parlaient des woke, tu vois. Et au début ça te semblait délirant, mais à force d'en bouffer toute la journée et de voir qu'en fait, bah, Mm. j'en connais aucun, je me suis dit bon, c'est peut-être un petit peu le problème numéro un pour rien, quoi. Oui. Ok, il y a des choses à dénoncer, mais bon,
faut quand même savoir identifier après quel est le mec le plus dangereux finalement dans le monde. Voilà. Ouais, Parce c'est ça. que moi, pour moi, c'est Oui. pas le petit étudiant d'université qui croit que je sais pas quoi est raciste, quoi. Il y a un moment, Ouais, que le café au lait est raciste. voilà. Surtout que bon, en Tu vois, il y plus, a peut-être. après le public se fait avoir. Voilà, moi je veux dire, quand j'ai mis dans mon faux article, enfin je sais pas si t'avais suivi. J'ai suivi le Mango Case. Ouais, Ouais. bah en gros, à la fin, je mettais, voilà, il y a des étudiants du MIT qui vont boycotter la salade de fruits à la cantine, tu vois. Bon, il y a vraiment des mecs qui ont pris ça au sérieux, tu vois, parce qu'ils étaient tellement Ouais, endoctrinés qu'ils se sont dit, putain, il y a vraiment des étudiants qui vont faire un boycott de la salade de fruits, quoi. C'est... mais ça va jusqu'au point où ils ont besoin de croire ça aussi. L'affaire avec Wissam. Donc, pour Hmm. rappeler un peu, oui, t'as suivi, pour rappeler un peu, en Ouais, gros, ouais, j'ai su. Wissam fait une analyse enfin, il est antiraciste, donc il fait une analyse du racisme en France dans le 19e siècle, en France, en Allemagne, en Espagne, là. Et il dit en gros qu'à cette époque-là, tout le monde était raciste anti-slave, que les Slaves n'étaient pas considérés comme des blancs, que c'était des sous-races. Donc, il fait cette explication historique. Et Psyo reprend ce bout-là Hmm. en disant Wissam est un raciste anti-slave. Parce que, évidemment, tous les antiracistes sont racistes, parce que c'est comme ça que j'ai réfléchi. Et du coup, il fait semblant, il fait un jeu d'acteur, il fait semblant d'être indigné par rapport à ça, pour provoquer de la haine raciale un peu dans sa communauté, etc. etc. Parce que, en fait, il ne peut rien concéder aux antiracistes, parce que c'est sa manière de faire, parce que c'est sa tradition, parce que le public attend ça, parce qu'en fait, il n'a aussi aucune autre arme critique que l'anti-wokisme. C'est-à-dire qu'il est incapable de penser autrement que les woke sont racistes, les woke sont antiféministes, les woke sont débiles, et les woke sont tellement débiles qu'on peut les décrédibiliser en une phrase. Hmm. C'est beaucoup ça, Psyo, tu vois. C'est genre, les mecs, ils croient sérieusement que les cafés est raciste. Comment est-ce que tu peux penser ça? Et du coup, il dit juste une phrase en disant ça va suffire pour les décrédibiliser. Sauf que quand tu as en face Wissam, ça marche pas. Tu cites Wissam, Wissam il dit un truc cohérent, t'es d'accord ou t'es pas d'accord, il faut développer. Et du coup, Psyo il est incapable de faire ça. Énormément de droitards sont incapables de développer comme ça. Du coup, le seul truc qui leur reste, c'est de mentir. Sauf que bah, tu mens une fois, tu mens deux fois, tu mens trois fois. C'est de pire en pire. Et du coup, bah, tu commences à faire de la merde, tu commences à te droitiser très fort, à faire que du contenu comme ça. Et puis, t'as l'histoire de Psyo, quoi. Ouais, mais après, je pense que... Enfin, je sais pas, je me dis quand même, tu dois bien voir qu'à droite, il y a des guignols comme Conversano, comme Delesquin, tu vois. Des mecs, je suis sûr que tu peux trouver des phrases d'eux ou des extraits, tu vois, qui sont drôles, limite tellement Ouais. ils racontent de la merde. Et pourtant, bah, ils le font pas. Donc, je me dis qu'il y a quand même, soit, il y a une motivation, c'est le fait qu'ils ont compris que le public voulait ça et donc ils donnent ce que le public veut. Tu vois, ils répondent finalement à la demande du marché. Soit vraiment, ils sont politisés à fond à droite, quoi. Mais pour moi, il n'y a pas d'autre explication. Bah, moi, j'aurais tendance à voir le truc de la question de savoir si on va personnifier ça comme on fait toujours quand on parle de Psycho, mais la question n'est pas de savoir si Psycho est un droitard caché ou est quelqu'un qui est emporté par l'algo ou truc comme ça, c'est de voir vers quoi tout ça, ça politise et Hmm. en Ça, on le sait, ça. déduire les conséquences logiques du truc, quoi. Tu vois, la question de savoir qu'est-ce que pense Psycho, ça me paraît pas si importante que ça. Oui, En tout oui. cas, ça part, toi, lui, il pourra toujours dire, et c'est ce qu'il fait d'ailleurs, l'inverse et le contraire du truc pour justifier à un moment ça, puis à un moment, il va totalement changer de position pour justifier ça. Tu vois, à un moment, il va dire oui, je fais que des trucs rigolos anti-woke parce que c'est marrant, il faut machin. Et puis après, quand il va faire une vidéo de 35 minutes pour dénoncer le racisme inventé de Wissam, là, il va être un ton grave machin parce que c'est important et que machin, machin. Tu vois. Oui, oui, après, non, Je sais mais pas si je suis pas clair. je pense que c'est le public, voilà, c'est vrai qu'il faut cibler, quoi. Est-ce que le public peut se remettre en question ou pas, mais parfois, c'est pas Après, évident. je pense qu'il faut pousser le truc jusqu'à ses contradictions. Hmm. Et une fois que les contradictions sont là, de toute façon, il y aura toujours ça, quoi qu'il arrive. La question, c'est savoir est-ce qu'on peut le faire en sorte qu'il soit inopérant politiquement, pour faire en sorte de remettre psychodélique à sa place, c'est-à-dire en tant qu'humoriste, en gros. Oui. Et, décrédibiliser totalement son discours politique. Et c'est ça, en fait, l'objectif, je pense, à mon avis. C'est de ridiculiser ça et de se renforcer là-dessus. Et ça nous permet aussi, nous, de réfléchir, de nous remettre en question et de se renforcer face à un argumentaire qui devient quand même assez fort dans une certaine catégorie de la population en France.
L'anti-wokisme, il n'y a pas que Psycho qui le prend. Tu as des centaines de milliers de personnes qui sont là-dedans. Et du coup, il faut développer un discours là-dedans. Et le meilleur moyen de développer un discours, c'est de créer des conflictualités et de réfléchir là-dessus. D'où l'intérêt de parler de Psycho, quoi. Ouais, non, mais après, tu vois, je peux comprendre des gens, par exemple. Enfin, t'as pris l'exemple de Wissam, tu vois, mais je peux comprendre que des gens, y compris à gauche, soient opposés politiquement à Wissam, tu vois. Mais bon, est-ce que il faut en faire une espèce de. Enfin, de mouvement de masse, tu vois, transformer le parti des indigènes de la République comme un mouvement qui va prendre le pouvoir demain, bon, Ouais. je pense que c'est disproportionné, tu vois. Enfin, j'ai Et encore l'impression une que c'est ça. fois, être en désaccord avec Wissam totalement, être en désaccord avec Wissam et dire que c'est un raciste anti-slave et dire qu'il est d'extrême droite, etc., il y a, un deux pas de mesure, quoi. La seule chose qu'on recherche, c'est une critique pertinente d'une pensée pour faire évoluer tout le schmilblick. Mais Mm. tant qu'ils auront besoin politiquement de transformer Wissam en un gros raciste, bah, ils avanceront pas en fait. Parce qu'en phase 2, bah, tu as la réalité du fait que Wissam, il dit beaucoup de choses, mais il n'est pas raciste, quoi. Et Mm. ils sont tombés sur cette os-là et ils vont pas pouvoir se dépêtrer de ce truc-là sans une profonde remise en question de leur manière de critiquer la société et de critiquer la gauche en général. Bah, le problème, c'est que s'il y a que ça comme élément, tu vois, de critique, on va vite avoir fait le tour, quoi. Oui, aussi. Ouais, je pense qu'il va y avoir un effet de lassitude que Non, toi mais tu disais clairement. avec le avant. Ouais, il y a un Tu... moment, Ok. ça commence à devenir lourdingue, quoi. T'as envie de bouffer Parce autre qu'à un chose, moment, quoi. parce que le caillou est raciste, le café est raciste, les Non, coupes mais de c'est cheveux ça. sont racistes, machin. Donc à un moment, il n'y aura plus d'objets, tu vois, à critiquer pour être raciste. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah, t'as un discours politique. C'est ça la sortie. C'est Ouais, le ouais, côté. non, mais pour le coup. Non, mais après, il y a vraiment j'imagine qu'il y a vraiment des gens qui ont des délires comme ça, tu vois. Mais c'est comme. Bien Enfin, sûr. les gars qui croient que la Terre est plate, bon, il y a un moment, est-ce que tu leur accordes de l'importance, quoi? Pas Voilà. spécialement. La question, c'est oui. Non, mais c'est ça, t'as raison. Ah, c'est pour ça que moi aussi, bon. Je fais ok, bon bah cool, il y a un nouveau guignol qui a sorti une connerie, tu vois. Bon bah, Ok. on bat les couilles, Donc, quoi. oui, c'est ça. C'est pour ça, et c'est là où il faut être malin, je pense. Et c'est là où la critique d'Assange, par exemple, elle est importante. Hmm. C'est de dire que t'as Psyo qui passe son temps à critiquer les woke. Pendant ce temps-là, nous, on fait une critique intelligente de ça et on parle d'Assange. Du coup, Hmm. vous préférez ceux qui parlent d'Assange et qui vous apprennent une histoire incroyable que personne ne connaît, ou alors le gars qui dit que le café est raciste. Et du coup, là aussi, on fait la démonstration que pas notre camp, mais notre. Je sais pas comment appeler ça. La gauche no cap. En tout cas, alors, grosso merdo, ces gens-là Hmm. auxquels on appartient sont plus intéressants que ce truc-là. Et Ouais, le ouais, fait clairement. qu'on essaie d'évoluer, machin. Après, est-ce que les gens manquent pas trop, tu vois, d'une dimension, comment dire? Enfin, j'ai l'impression que tu discutes avec les gens, c'est bien la volonté de revenir au local, hein, je dis pas non, mais il n'y a pas de, comment dire, ils conceptualisent pas les rapports de force géopolitiques, tu vois, les enjeux vraiment macroscopiques, ils en sont à leur échelle, tu vois, parfois même à sortir juste, ah bah dans ma ville, il y a trop d'arabes, c'est pas bien, il y a grand remplacement, je vais voter Éric Zemmour, quoi, tu vois. Je me dis que bon, maintenant on est vraiment sur. J'ai l'impression que les gens n'arrivent plus à avoir une analyse à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale, tu vois, c'est ultra limité. Enfin, moi je discute avec plein de gens en tout cas, je trouve que c'est très limité. Mais bon, je sais pas pour toi. Bah, je pense que la télé, les médias mainstream ont fait un carnage. Et la classe politique, dans sa quasi-intégralité, ils ont fait un carnage politique en France, hein. Hmm. C'est clair. Et c'est là-dessus qu'on. Après, il faut se dire que les gens sont toujours plus intelligents que ce qu'ils paraissent. Oui. Et les Gilets jaunes l'ont montré. Et deuxièmement, si nous, on a réussi à se politiser de manière un peu braque-ballante, tu vois, on n'est pas parfait, mais si on a réussi à se politiser, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui arrivent à se politiser, soit qui ont déjà réussi, soit qui vont se politiser. Et c'est tout le travail militantique de faire ça. Mais c'est là où il faut être fort, il faut proposer des nouveaux trucs et il faut tenter de nouvelles choses. Mais les enjeux et les travaux sont grands, hein. Pour ça, quand je disais au début que la victoire de Mélenchon, c'est peut-être un des trucs les plus faciles à avoir, c'est qu'après, il va falloir avoir le peuple capable de soutenir des blocus partiels au total des États-Unis, des attaques économiques, ou voire plus d'autres pays, etc., etc. Et que là, il va falloir être solide et que là, il va falloir avoir cette analyse internationaliste, géopolitique qui nous permet de comprendre ce qui se passe et que peut-être que si on a
notre qualité de vie ou le machin qui a baissé, c'est que ça vient de là, de là, de là. Et c'est là aussi, il faut avoir une culture vitaliste fort qui dit, ok, je caricature un peu, mais ok, on n'a plus d'iPhone, bon, on a des téléphones un peu, on n'a plus que des Nokia comme ça là, mais c'est pas grave, parce que notre culture résistante, notre culture révolutionnaire, notre culture vitaliste a fait que maintenant, tous les week-ends, il y a des gros stuff trop bien qui se passent à côté, que tout le monde est invité, et que du coup, on n'a plus de téléphone, mais on a ça, quoi. Ouais, mais est-ce que tu crois pas que si Je tu dis à caricature des un peu, mecs, mais ouais, vous allez troquer votre confort pour le plaisir d'une espèce de ZAD, tu vois, où on fait tous la fête, ils vont mais oui, signer. non, mais c'est là où Dany et Raz, ils sont importants, où ils disent, les gars, les As, ça pue, c'est des mecs qui sont pieds nus et qui fument des joints. Et c'est vrai, et que c'est pas un imaginaire qui permet de désirable. Tu vois, Mm. on en parle dans la vidéo écologie. La ZAD, c'est ultra hypocrite. T'as plein de gens à gauche qui disent la ZAD, incroyable. Par contre, évidemment, on met pas les pieds dedans, hein. Parce que c'est vraiment le truc un peu où les bourgeois un peu déclassés, ils se branlent dessus, tu vois, en disant incroyable, ils ont résisté au capitalisme, ils ont créé une société alternative où l'argent n'existe pas. Mais par contre, on n'y va pas, évidemment, parce que ça reste des bouseux et que nous, on n'a pas du tout la même culture qu'eux, quoi. Mais ouais, mais tu vois, je pense que c'est là la frontière entre. Enfin, disons, entre les vrais militants de gauche, j'ai envie de dire, et les faux, entre guillemets, mais il y en a qui sont en adéquation avec leurs valeurs, tu vois, et qui font leur maximum pour essayer de vivre comme tel, tu vois. Il y en a d'autres, bon, dès que tu vas leur dire, justement, je retire l'iPhone, je retire le machin, ils vont être là, ah merde, ça fait quand même un peu chier, tu vois. Il y a un truc. Moi, je suis un peu coincé entre deux moods là. J'ai le mood duquel je viens, qui dit en gros, il va falloir, on gagnerait à se passer de ça parce que les rapports sociaux sont plus forts, sont plus intéressants, sont plus développants, personnellement, vivifiants, Mm. que les conneries iPhone et compagnie. Et que du coup, il va falloir se passer de ça. Sauf que le problème, c'est qu'on est dans une société où justement les rapports sociaux ont été remplacés par les iPhones. Donc, quand tu as un discours écolo en disant il faut arrêter les iPhones, en fait, tu dis il faut arrêter le seul moyen de sociabiliser avec des gens, ce Mhm. qui est emmerdant, tu vois. C'est pour ça que ce discours-là ne marche pas. Mais philosophiquement, je suis plus en accord avec ça. Mais c'est vrai que concrètement aussi, bah, la société, elle est telle qu'elle est aujourd'hui et qu'on ne va pas réussir, et je ne sais même pas si c'est souhaitable. Je pense que la position de dire c'est souhaitable est très morale et pas véritablement vécue. Mm. Je ne sais pas si c'est souhaitable d'arriver et de dire, enfin, d'avoir un monde beaucoup moins numérisé, beaucoup moins machin, beaucoup moins truc. En fait, je trouve qu'il y a quelque chose de très, comment dire, c'est quoi le mot insolent? Pas insolent, mais une grande prétention à dire que le monde irait mieux comme ça et que le monde n'ira mieux que quand on Mm. va arrêter les ordinateurs, arrêter le téléphone, etc. Moi, je suis plus dans un truc de on verra bien ce qui se passe, on va dans cette direction de on va essayer de changer les choses, on va essayer d'avoir un discours un peu plus vitaliste, on va essayer de se retrouver un peu plus et après on verra parce qu'en vrai, c'est pas nous qui allons changer le rapport qu'on a aux objets, pas suffisamment fort en tout cas, que c'est plus fort que nous et que si l'avenir, ça va être un truc même encore plus numérisé, encore plus, mais qui réussit dans d'autres côtés à choper des trucs un peu plus intéressants. Je deviens un peu nébuleux là quand je parle. Tu, tu me comprends quand je parle? Oui, oui, Enfin, je t'inquiète. deviens- C'est à peu près ça. Non, mais en gros, si tu veux, pour faire plus simple, pour insulter les gauchistes de manière plus simple, je pense que c'est débile de dire il faut arrêter avec les iPhones parce qu'on vient tous de cette société-là Mm. et que tous nos rapports sociaux sont construits autour de ça. Donc, dire que tu enlèves ça, ça veut dire que tu enlèves tout le reste, et en partie nous-mêmes. C'est la vidéo sur l'écologie. Quand on critique le capitalisme, on se critique nous-mêmes. Mm. Quand on rejette le capitalisme, quand on le nie, quand on le détruit, en fait, on se détruit nous aussi en partie. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec des gauchistes chrétiens très moraux qui disent il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, c'est la faute, il faut avoir la culpabilisation, etc., etc. Donc la critique de la chrétienté dans la gauche, très importante. Et que ça, il n'y a pas de débouché politique à cette pensée-là. Et le Ouais. côté. Mais par contre, je trouve, du coup, la conséquence de ça aussi, c'est que je trouve politiquement nul de dire ah, les gauchistes, ils sont mignons, ils veulent être plus écolos, mais ils ont des téléphones, quoi. Oui, Pour moi, oui, ça a oui, pas de ça. Non, mais bon. Non, mais de toute mais ça, façon. ça a une portée politique parce que les autres se comportent aussi comme des chrétiens en disant qu'il faut arrêter avec l'iPhone, qu'il faut arrêter avec les machins. Mm. Donc c'est un peu faut de partager, quoi. Mais il faut faire la synthèse de ça, encore une fois. Non, mais c'est clair, faut pas demander la perfection, quoi, aux gauchistes, disons. La pureté. Voilà. Mais Pureté. c'est vrai que bon, je remarque quand même qu'il y en a pas mal qui crachent à chaque fois. C'est d'ailleurs ce qui détourne un peu des gens finalement de la gauche, parce que ça crache sur l'Occident, sur le capitalisme, sur tout ça.
Alors que si j'ai bien interprété Marx, après peut-être que j'ai mal interprété, mais le capitalisme est un stade nécessaire au passage vers le communisme. Donc, enfin, finalement, voilà, t'es obligé de passer par Oui, là, quoi. mais je crois que, ouais, moi je suis assez d'accord avec cette idée-là. De toute façon, on peut pas renier ce qu'on est, on peut pas renier là où on a grandi, on peut pas renier sur quoi tout est basé notre être, c'est-à-dire cette Hmm. société-là. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas faire évoluer le truc. Par contre, ça Oui, veut dire que on peut pas se raccrocher à un idéal genre sans numérique, genre Alain Damasio et compagnie. On peut pas trop se raccrocher à ça. Et qu'il va falloir de toute façon vivre avec cette société-là et vivre avec ce destin qui est le nôtre, qui est de se prendre dans la gueule un changement climatique, qui est de se prendre dans la gueule toutes les puissantes contradictions et vicieuses contradictions de la numérisation, mhm. que ça va exploser encore plus avec Google, etc. Ça, c'est notre avenir, c'est notre tragédie, entre guillemets, il faut l'accepter, il faut en faire quelque chose de beau. Et c'est là où l'analyse nietzschéenne, vidéo écologie parle de ça, l'analyse nietzschéenne est importante, elle est forte, c'est-à-dire que face à la tragédie du monde, il ne faut pas se comporter comme un chrétien en disant il y a des fautes, il y a des culpabilités, il faut se comporter comme un Oui. comme un, comme un bonhomme Nietzsche, comme un Oui, surhomme Nietzsche, en t'affrontes disant les problèmes, ok, quoi. il y a la tragédie, dans cette tragédie-là, acceptons-la et faisons en sorte de vivre une vie forte, d'une vie intense, une vie intense. Et ça veut dire une vie collective révolutionnaire politique, mais ça veut dire aussi une vie dans ce qu'elle a à nous offrir, quelque chose qui ne dépend pas de nous. Et ok, on a passé 10 ans à dire que c'était de la merde, maintenant il va falloir passer 10 ans à se dire que ça va être notre vie et il va falloir faire quelque chose avec tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout concéder, ça veut dire qu'il faut accepter cette société-là, Et bah, à mon avis. ça devient très à la mode d'ailleurs, Nietzsche, j'ai l'impression. Ouais, ça c'est le plaisir, ça. Ça c'est. Ah maintenant, alors C'est avant trop le c'était la plaisir. droite, maintenant c'est la gauche qui parle de Nietzsche. Je comprends plus rien, moi. Mais en gros, mais c'est trop le. Parce que je pense qu'il se disait que Nietzsche, on peut pas le récupérer à gauche. Sauf Mm. que les penseurs, aujourd'hui, les penseurs à gauche les plus pertinents sont des Nietzschéens. Bégodeau, Damasio, Stigler, Denis Eraz, que des Nietzschéens. Parce que tu as un vrai truc à articuler. Et je vais faire une vidéo bientôt, genre, je pense, le nom de code, pour l'instant, c'est Nietzsche de gauche, pour se réapproprier Nietzsche. Mais, C'est une bonne idée, on ça. va le faire beaucoup mieux que les droitards. Mais Ah du oui. coup, ça va nous. Encore une fois, on crée des conflits pour pouvoir faire réfléchir les gens, etc. Mm. Oui, bah oui, c'est l'objectif. Sauf faut que les gens Mais Nietzsche, c'est réfléchissent, un quoi. beau bordel. De toute façon, tu peux faire dire tellement de trucs à Nietzsche que tu peux le faire passer de gauche ou de droite ou de machin. C'est ça le plaisir. Ouais. Ouais, ouais, j'ai l'impression, parce que bon, c'est vrai que Dany Raz, il y a Rojdi, il y a aussi Anal Génocide, enfin, tout le monde se revendique de Nietzsche, quoi. J'ai l'impression que c'est devenu la C'est des gens superstar. très différents, tu vois. Parce Ouais. qu'entre Rojdi et Dany Rast, c'est quand même un monde. Hein. Ah, ouais. Ouais, Ah je ouais, pense non? que. Non, je me disais, est-ce que Y a pas... Rojdi est gay, mais tu vois, mais non, en fait, non. Ouais, mais même leur homosexualité, ce sera pas la même. Hein. Son homosexualité refoulée n'est pas la même que celle de Dany. Non, 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 c'est clair, non, il y a clairement un monde. Après, quoique, j'entendais une fois Dany Raz dire qu'il fallait ramener un peu l'identité, enfin, en critiquant Bégodeau d'ailleurs, il fallait ramener un peu le concept de l'identité à gauche, tu vois, et Ouais. l'affirmer. Et j'ai l'impression que c'est un peu le nouveau truc. Enfin, ça va les faire on va les traiter un peu de libéraux libertaires, entre guillemets, tu vois. Mais l'idée, cette idée un petit peu, voilà, que certains aiment mettre sous le qualificatif woke, en vrai, qui est, voilà, l'idée qu'il faut ramener la pensée identitaire à gauche. T'en penses quoi de toi, ça? Ah, je suis un peu d'accord. J'avais noté, mais je retrouve, j'ai plus mon truc là. Je pense qu'il va falloir se réapproprier le principe d'identité. Euh, Non, c'est que je réfléchissais avec le vrai truc, c'est en écoutant Kelly, je me disais la meilleure façon de choper les droitards, c'est sur leur chrétienté, c'est Hum. sur l'identité et c'est sur le patriotisme. Bon, chrétienté, on y reviendra plus Chrétienté, tard, c'est mais évident, je pense. C'est Jésus était un gauchiste, entre guillemets, on va dire. évidemment, Jésus était un art, quoi qu'il Voilà. arrive. Je sais pas Que, s'il était un arme, mais bon, en tout cas, visiblement, le message de la Bible est plus anticapitaliste qu'autre chose, quoi. oui, oui ce que dit Kelly, c'est que si Jésus réapparaissait là, il serait avec ceux qui sont les rejetés de cette société-là, quoi. Hmm. Il serait pas avec Zemmour, quoi. Oui. Donc arrêtez de faire n'importe quoi avec ce truc-là. Si ça a du sens pour vous, arrêtez de faire ça Oui, n'importe il quoi avec ça. accueillerait l'étranger et il rejetterait l'argent, quoi. Ouais, c'est ça. Il chasserait les marchands du temple et il fera la 6ème République, à mon avis. Je pense que ce sera le Mais projet de Jésus. après, pour les deux autres, là, les deux autres critères,
C'est pas forcément évident. Euh, le patriotisme, le gros du travail a été fait par Mélenchon. Donc Mhm. Mélenchon qui a le... Et putain, et pourtant à l'époque, donc dès 2016, qui a réinstauré le drapeau français dans les manifs, dans les meetings, et euh, comment dire, la Marseillaise contre l'international, t'imagines, la Marseillaise. Et là, il y a tout un discours. Par exemple, est-ce que tu savais que le mot patriote, ça venait de la Révolution française et de la branche la plus radicale, la plus gauchiste de la Révolution française? Alors, j'ai entendu, je crois que c'était. Comment il s'appelle Léo le Mans mec qui qui disait ça. s'appelle Le Bon. Voilà, Léo Mans qui a sorti ça. Mais moi, je me souviens avoir lu un bouquin de philosophie politique où ça expliquait que bon, la nation, en réalité, avait été créée par la Révolution française. Qu'avant, le concept de nation n'avait pas de sens, quoi. Donc, qu'aujourd'hui, les royalistes soient nationalistes, tu vois, Oui. c'est contradictoire. Mais et il y a un truc aussi, bon, tu as tout un discours là-dessus, mais pour revenir un peu aussi sur le discours identitaire, c'est que, euh, et ça, je l'avais pas dit, mais je pense que tu disais que la gauche est très forte sur Twitch, parce Mm. que aussi, tu as eu une, comment dire, je pense que toute une partie, en tout cas, du courant LGBT a revigorifié la gauche, lui a redonné de la force Mhm. et redonné une esthétique et tout ça. Et notamment sur la question identitaire, où tu vois, les LGBT, ils ont fait leur combat, non pas sur le truc, on n'a pas d'identité, machin, machin, mais justement, on a une identité et on va l'imposer et on va l'assumer, et en l'assumant, on va la transformer et on va l'affiner. Et du coup, je pense que c'est un peu un retour de ça aussi qu'on a à gauche, en disant il faut arrêter, euh, comment dire, de dire qu'on vient de nulle part, de juste s'identifier par rapport à des concepts, d'être très froid, et qu'il faut assumer d'où on vient, de ce qu'on est, parce que c'est comme ça aussi qu'on construit des gens, c'est comme ça qu'on convainc des gens, et c'est comme ça qu'on est plus fort aussi. Je pense que si la gauche no cap arrive et va réussir dans les prochains mois à un peu plus dominer le jeu sur la gauche d'Internet, c'est parce que aussi on a été revigorifié, renforcé par cette idée qu'on a une identité, on sait d'où on vient, et ça ne veut pas dire pour autant qu'on va rejeter les autres, mais ça veut dire qu'on va l'affirmer, qu'on va se servir de ça. Et que par exemple, moi, je ne vais pas faire semblant d'avoir un discours antiraciste ou un discours féministe ou un discours plus bourgeois ou gauchiste, parce que ce n'est pas de là d'où je viens. Alors Mm. qu'avant, tous les gauchistes se forçaient à avoir ça. Tu vois, les bouseux qui se forcent à avoir un discours féministe, tu vois, alors que visiblement, c'est pas quelque chose qui le domine. On va pas reparler de Bah, ça ça, parce que. ouais, mais tu vois, c'est un exemple qui montre ça, quoi. Ouais. Et Ouais, du ouais, coup, non, de se forger une identité, et c'est là-dessus aussi où on se renforce. Et comment dire, euh, ça a un pouvoir aussi révolutionnaire fort. C'est-à-dire que le, de toute façon, c'est les Français, pas les Français, enfin bref, on va pas, on s'en branle. C'est les Français qui vont faire la révolution en France. Mm. C'est les gens qui sont comme ça. Et tant que ça, et ça, c'est une valeur pour plein de gens. Et là-dessus, tu peux y foutre plein de valeurs. La question, c'est est-ce qu'on fait de la France un État ethnique basé sur la couleur de peau, basé sur le sang, basé sur toutes ces conneries-là, ou est-ce qu'on fait un État politique, une nation politique, une nation sociale qui se Mm. construit parce qu'on a un projet politique qu'on a mené ensemble, parce qu'on a des institutions qui nous permettent de discuter ensemble, parce qu'on a des fiertés qui ne viennent pas de discours un peu nébuleux de oui, la France, les racines, machin, mais parce qu'en fait, on est fier de ce qu'on a fait, parce qu'on a mis les banquiers en prison et qu'on a renforcé la sécurité, etc. C'est lequel de ces affects-là qui va l'emporter. Mais Ouais. la nation en elle-même apporte les deux à la fois. Après, c'est un rapport de force qui dit que c'est plutôt l'un ou plutôt l'autre. Mais Après, quand on veut gagner l'État, c'est quand même bien d'avoir un discours patriotique. la Ça en nation jette, quoi. française, elle a jamais été réellement ethnique. Elle a plutôt été, enfin, civique dès le début, quoi. Oui, C'est bah, c'est même pour ça Zemmour, l'histoire est avec même nous. Zemmour le dit, quoi. Je sais plus, il Ouais. cite un historien de l'action française, j'ai oublié son nom, putain. Il avait écrit un livre sur Napoléon en plus. Bon, enfin, s'il y en a qui trouvent, ils vont le mettre en commentaire. Mais il avait cité cet historien-là en disant, voilà, la nation française est civique, pas ethnique, tu vois. Mm. Et Bah, parce que c'est nous qui avons pris la Bastille, c'est pas eux, quoi. ouais. Eux, ils étaient cloîtrés à Versailles et nous, on a pris la Bastille, quoi. Pardon, j'aime bien cet argument. Il n'est pas tout à fait exact, mais je l'aime bien. Bah, c'est pas la bourgeoisie qui a fait la révolution. Ouais, c'est ça la nuance. Mais après, l'histoire de la Révolution française, j'ai l'impression qu'elle est plus nuancée que ça, avec la place de Hmm. Robespierre et compagnie. Donc, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'entrer dans le terrain de l'identité, surtout en France, d'entrer dans le terrain du patriotisme, parce qu'on a une histoire révolutionnaire patriote très forte, hein. Je veux dire, la Marseillaise, c'est un chant communard à la base. Oui. Tu vois, enfin à la commune, pardon, plus exactement, à la commune, ils chantaient les louanges de la République, et ils chantaient la Marseillaise. Tu vois, c'est un vrai truc révolutionnaire.
Donc c'est pour ça qu'il faut pas leur laisser ça, parce qu'en France, on a cette histoire-là qui est forte. Et parce qu'on a cette histoire-là qui est forte, si on en parle, ça fait résonner des gens. Et le fait que Mélenchon ait assimilé un discours patriotique fort, ça lui a permis aussi d'avoir une carrure et d'avoir des discours qui en jettent, mais 1000 fois plus que tout ce que pourrait faire un Poutou ou je sais pas qui, quoi. Parce que lui, quand il chante la République à la République devant 150 000 personnes, ça a d'autres gueules que Poutou qui essaye de clasher Brodin, quoi. Hmm. Ça a une autre présence, ça a une autre puissance. Et quant à ça, je sais pas, bon, je sais pas si tu as fait un meeting de Mélenchon dans ta vie. Non, j'en ai pas encore fait, mais si vous voulez m'inviter à un il y a un peu ce meeting, côté-là. je veux bien venir. Hein, Non, mais c'est avec en vrai, plaisir. tu as ce truc-là au-delà de tous les arguments rationnels que tu peux formuler sur le concept d'identité, etc., tu as indéniablement une puissance qui en est retirée. Quand il y a Mélenchon qui fait un discours, en mode tribun, quand il parle de la nation, quand il parle de la République et qu'il le fait bien, tu as une force en toi Hmm. qui est puissante. Et c'est cette même force que tu avais. Moi, c'est un truc qui m'avait matrixé, c'est début décembre 2018, aux Champs-Élysées, avec les Gilets jaunes. Le gros bordel, il y avait le feu partout, tu vois. Et donc, en face de nous, tu avais toute une rangée de CRS. Et nous, on commence à chanter la Marseillaise, tu vois. Un truc de droitard, machin. On chante la Marseillaise. Et au moment où on arrive au refrain, tu as les flics qui balancent des fumigènes partout, partout. On est tous en train de crever. Et on chante encore plus fort la Marseillaise, le refrain, tu vois. Hmm. Face aux flics, on a chanté la Marseillaise encore plus fort. Et le refrain aux armes citoyens a résonné aux Champs-Élysées. Et ce moment-là, au-delà de tous les arguments rationnels, les zététiciens de mes couilles, ce moment-là, c'est le plus fort que j'ai vécu politiquement. Et parce que c'est quelque chose de fort et de puissant, et parce que historiquement en France, on peut l'attacher à un discours révolutionnaire, à un discours humaniste, bah, il faut se l'approprier. Ouais, mais t'en as qui vont me dire la République, c'est la République bourgeoise, méritocratique, tu vois. Oui. La nation française, elle est contre l'internationalisme, elle est pour la Oui. colonisation, tu vois. Tu réponds Mais, quoi à ces gens-là? bah, de toute façon, de base, si tu es en désaccord avec quelqu'un, il faut le traiter de bourgeois. Donc moi, je dirais à ces gens-là qu'ils ont un réflexe bourgeois en disant que la politique, pour eux, c'est juste des concepts qui flottent en l'air, tu vois. Hmm. La République, elle est bourgeoise. Pourquoi? Parce que la République, elle est bourgeoise. Parce que l'élection, elle est machin. Le truc, tu vois, c'est que des trucs qui volent au-dessus des airs, un peu, Hmm. qui sont intouchables. Et du coup, bah non, les gars, arrêtez de... Et c'est pour ça que ceux qui pensent ça, ce sont des gens qui militent concrètement sur Twitter. Oui. C'est pour ça que c'est les gens qui font ça, même si, tu vois... euh, au niveau de la... Moi, j'aime beaucoup, je regarde les contenus un peu gauchistes sur YouTube, tu vois. Moi, je les soutiens, machin, je les mets pas dans le même panier que les droitards, etc. Mais quand tu regardes des trucs comme Patchwork, etc., Mhm. au-delà de la sympathie que tu peux les avoir, tu peux remarquer que ceux qui ont une pensée là, un peu abstraite comme ça, ce sont aussi ceux qui ont presque aucun goût artistique aussi. Tu vois. Il y a un truc comme ça, tu vois. C'est pas une coïncidence que le Bouzeux Magazine, qui soit le mec le plus chiant, fasse les vidéos les plus dégueulasses aussi. Et donc, j'ai le double discours de dire, ils ont un peu des réflexes bourgeois de penser la politique que comme une intellectualisation. Mhm. Et deuxièmement, de toute façon, vous allez toujours rester minoritaire parce que vous ne vous mettez pas dans des conditions favorables pour YouTube et compagnie, quoi. Peut-être à l'époque, quand il y avait que comme façon de politiser des journaux un peu chiants, peut-être que c'est vous qui étiez fort. Mais là, maintenant, c'est celui qui a la meilleure caméra et qui arrive le mieux à s'en servir qui est fort. Et que du coup, là, on est en train de vous battre sur ce terrain-là. Et Oui. du coup, bah, vous allez avoir peut-être le positionnement le plus intéressant pour vous, ce qui est le mieux pour vous, c'est-à-dire un peu être un think tank un peu de la gauche, d'être dans un positionnement critique de la gauche intéressant pour apporter de nouveaux concepts, mais c'est pas vous qui allez faire masse, et c'est pas vous qui allez faire beaucoup de vues, et c'est pas vous qui allez structurer les mouvements. Et du coup, peut-être que c'est bien comme ça. Hein. Ouais, mais donc ce que tu es en train de dire, c'est en gros, faut divertir avant tout, tu vois, pour réussir et pas finalement penser le fond, quoi. C'est la forme avant tout. Bah non. Ah non. Non, mais ça, c'est une opposition. Tu vois? Non, mais Ah, tu fais exprès, c'est un évidemment. réflexe de Tu fais bourgeois. exprès. Excuse-moi. Non, c'est un réflexe un peu gauchiste de Ah. dire il y a une opposition entre le fond et la forme. Ouais. Il n'y a pas d'opposition entre le fond et la forme. C'est Oui, débile. Il n'y a pas Enfin, les d'opposition entre deux le fond et la bien, forme. mais. Voilà. Matrix, voilà, pas d'opposition entre le fond et la forme. Donc voilà. Donc si Matrix existait, ça veut dire qu'on peut faire des trucs bien. Et tu vois, Daniel Raz, je veux dire, philosophiquement, politiquement, ils sont ultra pertinents, ils sont ultra divertissants. Donc à l'époque où il n'y avait pas Daniel Raz et que tu n'avais que le Bouzeux Magazine, peut-être qu'à ce moment-là, tu pouvais dire il y a une opposition entre le fond et la forme parce qu'on n'avait pas vu quelque chose de drôle et de pertinent.
Mais maintenant, il y a Dany et Raz, donc ça veut dire qu'on peut faire les deux. Donc leur argument est obsolète, et donc on achète des caméras 4K et on fait des trucs stylés. Ouais, mais après, bon, Dany et Raz, je les aime bien, tu vois, mais. Ok, au niveau fond politique, ils vont pas non plus aborder. Enfin, ça va pas être ultra intellectuel non plus, tu vois. Ça va rester quand même du divertissement. Ah, donc, oui, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que ce que tu sous-entends, c'est que l'intellectualisation, c'est une forme de discours, c'est une mise en forme, en fait. Je sais pas, mais bon, disons que j'imagine qu'il faut quand même des gens, tu vois, qui aillent au bout des choses et qui posent bien les concepts et qui écrivent des bouquins et machin, et qui font des conférences. C'est vrai que c'est plus simple sur les bouquins, on est d'accord. En fait, YouTube n'est peut-être pas le médium adapté pour tout ça, quoi. Mais je suis d'accord. Et c'est peut-être là-dessus, nous, on a trop, enfin, ou que j'ai trop poussé, parce que c'est moi qui m'occupe de ça, trop poussé là-dessus sur l'opposition entre l'intellectualisme et au niveau de la mise en forme entre Dany et Raz qui font des trucs divertissants et les intellectuels qui font des trucs chiants. À gauche, on a les meilleurs intellectuels, c'est clair. Mais par contre, les intellectuels, ils sont casse-couilles. Du coup, si on veut simplifier un peu les trucs, c'est pas très vrai, parce que tu as plein de dialectiques qui se mettent en place aussi, qui changent un peu ça. Mais en gros, on a des gens qui arrivent à mettre en forme des trucs incroyables, genre Barbara Stiegler. Sa pensée, par exemple, sur le Covid, etc., est incroyable et machin. Et du coup, notre rôle à nous, c'est de le mettre en forme ça de manière accessible à plein de gens. Et puis voilà. Et comme ça, on va essayer d'articuler le monde universitaire et le monde divertissement. Mais le truc important, c'est que de notre place à nous, on est arrivé sur YouTube avec que des universitaires casse-couilles. Donc forcément, on arrive là-dedans, on fout un peu le bordel et on les insulte pour un peu les provoquer, pour montrer qu'en fait, il y a une rupture qui se fait aussi par rapport à ça. Pas une rupture idéologique, parce qu'on se réfère encore à Stiegler, à Béguedeau, à Lordon, etc. Mais une rupture de forme, et c'est très bien comme ça. Oui. Mais c'est juste le côté universitaire, c'est pas le côté intellectuel, c'est pas le côté fond qui est emmerdant, c'est le côté universitaire, c'est le côté prof. Ouais. Nous, en fait, on est la gauche anti-prof, quoi, si on peut caricaturer ça. Quand on fait des vidéos, on ne met pas des bouquins derrière nous pour montrer à quel point on est intelligent. Nous, on ne lit pas de bouquins. Du coup, on va pas faire ça. On met des putains de peluches et on fait de la politique avec ça. Et on parle du coup à cette immense majorité de personnes qui ne lisent pas Lordon, parce qu'en fait, Lordon, c'est incompréhensible, quoi, en grande partie. Ça va lui faire plaisir. Tu vois un peu le positionnement un peu chelou. Mais encore une fois, c'est un positionnement forcé et caricaturaux, parce qu'il y a une situation à gauche qui est qu'il faut qu'on nique un peu les profs pour se faire une place et pour montrer qu'il y a un autre discours qui est là. Et nous, on va y aller, on va être entêtés, on va être un peu caricatural, mais c'est ce qu'il faut faire, à mon avis. Mais tu penses que la sphère intellectuelle, la sphère universitaire, ils sont plutôt un boulet en ce moment? Ou alors ils sont plutôt un marchepied, tu vois, vers votre accession au pouvoir? Parce que là, j'ai l'impression qu'en même temps, tu dis ils sont utiles, mais en même temps, ils sont chiants, tu vois. Alors, accession au pouvoir, la victoire d'un candidat de gauche. Disons Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais Mélenchon, évidemment. Parce que ça va pas être Taubira qui va... comment dire, le Mélenchon, ça va être le produit de tout ça, à mon avis, un peu. Donc, il n'y a pas de hiérarchisation. En fait, ça dépend la hiérarchisation, où est-ce qu'elle va se mettre. Je pense que c'est ça. C'est à quelle place on est dans la stratégie ou dans la plateforme qu'on utilise. La gauche universitaire, elle est précieuse dans les universités, dans les bouquins, dans les concepts qu'ils arrivent à mettre en place. Quand ils se mettent en danger, genre Stiegler s'est mis en danger, elle a été plus qu'utile. Mais par contre, elle n'a pas du tout sa place quand elle se prétend hégémonique sur YouTube, par exemple. Oui. Elle n'a pas sa place dans le divertissement. Et elle a pris cette place, c'est très bien, ça nous a politisé, ça nous a sauvé de beaucoup de choses. C'est pas une question de dire qu'il y a des fautes, des culpabilités, tout ça. Pas de discours chrétien. Mais par contre, maintenant qu'on est là, on va dire, ok, mais YouTube, c'est un truc de divertissement avant tout. Donc vous pouvez faire vos trucs, mais à un moment donné, il va falloir que vos discours ils aient une meilleure gueule s'ils veulent être promus, quoi. Et vu que nous, on sautiste comme des débiles sur YouTube, bah, du coup, on a un peu cette position-là où on est plus critique sur les universitaires que valorisant. Je pense qu'il y a un peu de provocation, il y a peut-être un peu de maladresse, mais il y a une provocation nécessaire là-dedans. Mais aussi, encore une fois, quand nous, on fait des concepts, quand on développe, par exemple, une grosse partie de mes techs complotistes un peu, ça vient de Lordon et ça vient de Stiegler. D'accord. Par exemple.
Lordon qui a fait des articles incroyables sur le monde diplomatique, sur le complotisme de l'anticomplotisme. Ouais, j'avais lu ça, je crois. Il s'était fait taper dessus d'ailleurs, on l'avait accusé. Enfin, je crois que c'était Conspiracy Watch qui l'avait accusé d'antisémitisme ou une connerie comme ça. Oui, oui, sûrement. Bah, Conspiracy Watch, des crétins, vraiment des Ah crétins. oui. Ah, pourtant, ils s'en citaient beaucoup sur Wikipédia. Ouais, bah écoute, je sais pas si Wikipédia c'est Non, mais une bon, valeur de. c'est l'un des premiers Oui, trucs que non, tu mais regardes en ils ont une général. place en tout cas. Mais en tout cas, ce rapport-là entre. Mais après, ça, c'est le rapport, par exemple, que moi je vais avoir. Moi qui fais pas beaucoup de. Enfin, je dis moi, non pas parce que j'oublie pas les autres du canard, mais que ces prises d'opposition, c'est plutôt moi qui les prends sur la vidéo du canard. Parce que nous, on a un positionnement qui est pas très intellectualisant. Mhm. Enfin, je veux dire, la vidéo la plus intellectuelle qu'on a fait, c'est sur l'écologie et on s'est pas approprié des gauchistes, on s'est approprié Nietzsche plus qu'autre chose. Mais du coup, ça, c'est notre position à nous qui est comme ça. Mais par exemple, Wissam, qui a un positionnement beaucoup plus intellectuel, lui, il va faire beaucoup plus de références aux intellectuels là. Et du coup, il ne faut pas penser, comment dire, la cohérence d'un seul discours extirpé de son écosystème. Il faut penser la complémentarité de ce discours-là si tu considères tous les autres. C'est-à-dire que moi, je n'aurais pas le discours que j'ai aujourd'hui si à côté, il n'y avait pas Daniel Ras qui ferait plus de la culture et du divertissement, s'il n'y avait pas Wissam qui ferait plus de l'antiracisme intellectuel, s'il n'y avait pas Cassandre, s'il n'y avait pas Emmerich, s'il n'y avait pas Cali, s'il n'y avait pas toi, etc. etc. Je savais pas moi. Parce qu'on est avant tout des militants, tu vois. On parle pas avec le cœur en disant j'ai envie de vous dire ça aujourd'hui, je vais le dire Oui. exactement comme je le pense, machin. On développe nos idées, nos pensées là où c'est utile que ce soit. Et on essaie de se complémentariser un peu, comme ça, à vue d'œil, sans vraiment se parler. Ok. Ça va? Ouais, C'est ouais. clair? Ouais, J'ai non, l'impression que c'est tu as des vachement grandes clair. discours. Ok. Écoute, Attends, je vais chercher un peu d'eau. vas-y. Ok, j'ai encore 10 minutes. 10 minutes. Bon, bah, Ouais. on va finir sur une dernière question. Alors, combien de taille au-dessus portes-tu tes vêtements? Je sais pas. C'est vrai? Je sais pas répondre à cette question, non. Je sais pas, du L, je dirais une du coup. Non, bah en vrai, non, mais vu qu'il reste 10 minutes, bon, on va conclure. Écoute, merci à toi d'avoir accepté, en tout cas, c'était très gentil. T'étais le premier, donc tu as une place de choix, tu as vu. Oui, j'ai inauguré. Bah oui, bien sûr. Et donc, merci à toi vraiment d'avoir fait ça et d'avoir accepté. Et c'était une discussion très sympa, très chill. Et bon, peut-être pour une prochaine fois, on refera une discussion pour poursuivre celle-là, qui sait. Enfin, c'est comme Bah tu veux, en tout carrément. cas. Bon, en tout cas, En merci. tout cas, c'est bien que la droite ait enfin une représentation un peu Ouais. décente de celle qui. Bah, le problème, c'est que je me fais On traiter aimerait de être fier de notre droite. Hein. je me fais traiter de crypto-gauchiste par des gauchistes, donc ça commence à devenir... ça sent pas bon, quoi. Tu vois. Ça veut dire quoi, crypto-gauchiste? Mais ça veut dire que bah, c'est un peu comme crypto-fasciste, tu sais, le mec qui ferait semblant de pas être fasciste, mais en fait... Enfin, il fait genre qu'il est pas fasciste, mais il est fasciste, tu vois. En gros, je fais genre que je suis de gauche, mais... je suis pas de Ah, gauche. t'as un rouge-brun à l'envers, c'est ça? Je sais pas, ouais, on va dire ça comme ça. C'est compliqué. Ça Hein. devient compliqué. Ouais. L'antipsychose, tu préfères, voilà, c'est plus clair, peut-être. Ah, tu es l'antipsycho. Non, j'en sais rien. Non, mais c'est bien. Il faut. Mais de toute façon, dès que arrives sur la place publique, tu te fais critiquer. Mais là, l'important, c'est d'être fier de ce que tu fais, tes critiques, tu vois. Quand tu te fais critiquer de crypto fasciste ou de crypto gauchiste, ça va quoi. Par ces gens-là, ça va. Non, mais c'est des gens de gauche qui me disent ça, donc ça commence à m'inquiéter, tu vois. Oui. Mais est-ce que ça existe vraiment, les gens de gauche? Ah, c'est ma question, ça. Est-ce qu'on n'en fait pas tout un plat sur un truc qui est peut-être un peu plus. Peut-être que toi, tu n'es pas juste un droitard fragile. Peut-être que tu as autre chose. Ah oui, je suis plus que ça. Ouais, c'est possible, tu vois. En tout cas, j'essaye de me remettre en question, donc je vais voir le maximum de contenu, tu vois. Je regarde plein de choses, quoi. Je m'enferme pas dans une bulle en mode, c'est trop bien, ça. Oui, on pense à la même personne. Ouais, bah ouais. Faut se remettre un peu en question. Remettez-vous en question, les gens. Toujours. Un prof de français, il m'avait dit ça. Que je kiffais trop. Et il disait à un moment, remettez toujours tout en question et surtout vos habitudes. Surtout vos habitudes. C'est bien. Alors, ah oui, tiens. Mais surtout, ça va pas être évident quand même. Là, T'as aussi un plaisir un peu confus, du coup, d'essayer de
Tu vois, on disait que la droite anti-wokisme, ils ont une manière de critiquer le monde entier, et Hmm. que du coup, c'est un peu nul. Et du coup, ils essaient de développer d'autres critiques, d'autres approches, et d'affiner ces trucs. T'as un vrai petit plaisir intellectuel là-dedans, quand même. Ah oui, clairement. Oui. Moi, j'avoue Déjà, que c'est quand même plus intéressant, tu vois, de, enfin, de parler d'un max de sujets. Et c'est même, d'ailleurs, ça commence à devenir un peu limité parce que je trouve que YouTube, c'est quand même du montage, c'est quand même beaucoup d'écriture, tu vois, c'est quand même pas mal de travail. Et donc Ouais. parfois, je me sens un peu trop limité au niveau des sujets, tu vois. Et c'est ça que je reprocherais au maximum à ma plateforme parce que j'aimerais bien aborder plein de sujets différents. J'aimerais pas rester dans le spectre d'un Ah seul ouais. sujet, tu vois, qui est, pour certains, le wokisme, par exemple. Ouais, il faut que tu prennes, faut que tu ailles sur Twitch. Ah, je pense que c'est la plateforme la plus intéressante, mais il va falloir que je m'achète une vraie co, tu vois, parce que là, c'est pas fou. Ah, t'en as DSL? Non, non, alors attends. Bah là, je suis connecté à mon téléphone portable, tu vois, genre la 4G du téléphone. Ah ouais, putain. Mais non, en fait, dans ma chambre, ça capte pas de fou, donc. Enfin bon, de toute façon, je ne vais pas développer plus que ça, mais disons que mon débit n'est pas encore excellent, mais ça va pas tarder, je pense. Mais tu te prépares. Ouais, je me Tu te prépare, prépares je me prépare. Et mentalement. après, on fera des streams sur Twitch, en gueulant Aya dans le micro, tu vois. C'est Et en ça, disant tu le entends train de là. l'hype, le train de l'Aya, un peu comme ça. Balancer Et les puis sous-sous. merci, voilà. Dire merci à plein de gens qui ont des pseudos chelous et imprononçables. Ouais, et puis parfois des pseudos qui te font ban, donc faut faire Oui, c'est ça. attention. Merci à Gaston. Ah, je vais pas lire les tweets. Ouais. Ça se fait de moins en moins. C'était un peu la hype là et ça se fait de moins en moins. Ouais, Tant mieux. bah écoute. Combien de temps Voilà, te n'hésite reste-t-il? pas. Ouais, si tu veux des conseils techniques, si un jour tu veux investir, t'hésites pas. Ah, On s'est j'avoue matrixé sur le que. matos, du coup on peut te proposer des trucs. C'est vrai? Oh là là, mais vous êtes trop bon, mon seigneur canard. Non, mais toi, si t'as 200 euros, on peut discuter, on sautiste un peu, savoir c'est quoi la meilleure façon de dépenser ces 200 Hmm. balles, quoi. Ouais, bah pour l'instant, j'ai juste un petit micro que je connecte en USB. Enfin, il fait XLR aussi. Faudrait peut-être que je m'achète une Mmh. carte son. Mhm, Mais une bon. petite Focusrite là à 100 balles. Petite Focusrite, 100 balles, ça coûte Ouais, si tu veux avoir une bonne, ouais, c'est 100 balles à peu près. Ok. Bon, écoute. Peut-être que j'investirai avec la YouTube Money. Ça, Avec c'est-à-dire les dans. 300 euros que cette Ouais, vidéo va générer, c'est ça. évidemment. Enfin, en vrai, t'as quand même plus. Là, je suis quoi? Je suis à 1100 abonnés à peu près. T'en as 90 000. Bon. Mon avis, c'est plus toi qui vas me faire venir des gens que moi qui vais t'en faire venir chez toi, quoi. C'est vrai. Mais j'ai pu développer, m'entraîner, avoir un discours à peu près bien. Hmm. Parce que tu fais quoi comme vidéo? J'avais même pas regardé. Ah, je fais pas mal de vidéos. Moi, je fais un peu de tout. Je fais un peu n'importe quoi aussi. Ah ouais, mais tu montes pas ta tête aussi? Ouais, je monte pas ma tête, moi. T'es le seul à Ouais. avoir vu ma tête. Il y a Kali aussi, tu vois. Mais ouais, t'as la chance, l'immense honneur de voir ma gueule. Putain, j'ai pas fait de capture d'écran en plus. Oh, Bah ouais, non, moi, putain. je l'avoue, T'aurais pu retrouver des photos de moi aux jeunesses fascistes et tout. c'est ça. Ah, je t'aurais call out là, genre faire un thread sur Twitter avec toutes les photos que j'aurais retrouvées. J'aurais fini par ce gars-là est un nazi. Ouais, c'est ça. Non, bah écoute, merci d'avoir accepté, hein, c'était super sympa. Et je Bah te ouais, souhaite une bah bonne merci. soirée. Bah ouais, des bisous. Ciao!